C'est vrai que souvent, les gens placent le curseur au mauvais endroit de savoir ce qui est vraiment nécessaire ou pas pour réussir dans leur projet professionnel. Moi, je préfère foutre le bordel pour pouvoir progresser. C'est-à-dire que je me dis que ça va sûrement... En fait, moi, j'ai toujours défendu la théorie dans beaucoup de sujets de la génération sacrifiée. Des fois, il y a des hacks que les gens connaissent pas comme ça, et je pense que c'est des vrais hacks de productivité. Il avait le numéro de Warren Buffett, parce qu'ils ont déjà fait une soirée ensemble dans le cadre d'un des projets. Enfin bref, c'était une vie de malade. À chaque fois qu'il nous racontait un truc, c'était génial. Tu vois. J'ai une trajectoire pour l'humanité dans ma tête qui m'excite et m'enthousiasme plus que celle du pur transhumanisme où on n'hésite pas du tout à fusionner avec la machine. Alors c'est un peu étrange, j'ai aussi un peu l'impression que ça fait prétentieux, mais vu qu'on va dire qu'on est deux prétentieux et qu'on parle ensemble, donc ça va, ça se passe très bien. Les premières personnes sont mortes, c'est bon, c'est le premier à être passé avant moi. Moi, il n'y a aucune leçon. Ces 400 balles, j'aurais pu les enrouler en liquide, les mettre dans mes toilettes et appuyer dessus, ça aurait été exactement pareil. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Entre-deux. Petite introduction rapide, on a eu des problèmes de son dans cet épisode, donc j'en suis vraiment navré. Il n'y a pas de problème de son dans les épisodes précédents et il n'y aura pas de problème de son dans les épisodes suivants. Donc voilà, c'est juste de mon côté et pas du côté de Louis. Je vous laisse écouter cet épisode malgré tout, qui est important. On parle de nos parcours et puis plein d'autres sujets très intéressants. Je vous laisse tout de suite à Louis pour l'introduction. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce troisième épisode d'Entre-deux. On a déjà fait un premier pour nous mettre un peu dans le bain. On en a fait un deuxième où on devait raconter nos parcours et finalement on n'en a rien dit. Finalement on est dans ce troisième, peut-être qu'on en parlera enfin. Alexis, comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très très bien. Figure-toi que je pense que même dans le premier épisode, il fallait aussi raconter nos parcours, je pense. En tout cas, on l'avait peut-être évoqué. Donc moi, je pense que ça va être le truc, le fil conducteur de tous nos épisodes où on va à chaque fois dire peut-être qu'on va raconter nos parcours, peut-être pas, tu vois. Et on saura jamais, peut-être qu'on va pas raconter nos parcours dans celui-là. Jamais. On va commencer à parler de plein de choses qui n'ont absolument rien à voir. Et puis tu verras qu'on va jamais y arriver. Mais peut-être qu'on le fera pour le 10e ou le 20e pour célébrer le podcast. Effectivement, ça peut être une idée. Moi, je sais pas toi, mais j'ai passé une semaine éreintante. Ouais, pas juste la semaine, même aujourd'hui, on se l'a dit juste Ouais. avant de démarrer le podcast, de toute façon, j'ai l'impression d'être jeté dans la fosse au lion. Il n'y a pas de lion, mais en fait, j'étais pas prêt quoi, pour un podcast. Là, j'étais en train de bosser sur complètement autre chose. Donc, il y a ce côté un peu où le cerveau a tendance à fonctionner quand même de manière monotâche, hein, Ouais. très clairement. Et donc, tu lui donnes un truc sur lequel réfléchir, il réfléchit, il trouve des solutions, il trouve des problèmes aussi, machin et tout. Puis d'un seul coup, tu dis, 5 minutes plus tard, allez hop, setup, podcast, Louis, c'est parti, tournage, go. Et alors là, du coup, mon cerveau, je te le dis très clairement, il est encore en train de réfléchir au truc d'avant. Ouais. Je pense qu'on en avait déjà parlé, toi et moi, de toute façon, mais on sait que le cerveau fonctionne comme ça, tu fonctionnes comme ça aussi. Mhm. Mais on fonctionne de manière séquentielle, tu vois. On a une tâche, un truc sur lequel on réfléchit à fond, et il y a de l'inertie, c'est-à-dire ça prend un petit peu de temps de rentrer dedans, et après ça prend du temps d'en sortir aussi. Ouais, tout à fait. Ça me le fait avec le podcast d'ailleurs. Hein. Quand je ressors du podcast, là, les deux derniers qu'on a tournés ensemble, il y a toujours un petit 5 minutes où il y a un espèce j'ai un peu encore l'impression d'être dans le flow, j'ai un peu encore envie qu'il se passe des trucs, tu vois, comme si pendant un podcast il se passait des choses. Donc oui, je vois tout à fait Mon ça. cerveau continue de penser au podcast. Exactement. Je pense que tous nos auditeurs, ça fonctionne pareil pour tout, pour leur Ouais. business en général, mais je pense que ça fonctionne aussi pour les autres aspects de la vie. Ce qui est marrant, c'est que du coup, c'est des trucs qu'on n'en avait pas trop conscience, j'ai l'impression, avant d'être. En fait, le fait d'être entrepreneur, d'un seul coup, ça t'ouvre les yeux sur plein de trucs, comme probablement des tas d'autres métiers ou postures dans la vie peuvent t'ouvrir des yeux sur d'autres aspects de la vie, mais être entrepreneur, ça t'ouvre à la psychologie, je trouve, humaine, Ouais. les biais cognitifs, et la manière dont fonctionne le cerveau et le focus, tu vois. Et justement, ça, c'est un mot qu'on connaît bien, le focus, mais que je connaissais pas du tout. Je pense avant Ouais. d'être entrepreneur, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de focus dans ma vie, tu vois, il n'y avait pas d'histoire de focus, et d'un seul coup, il y a focus partout quand on est entrepreneur, tu vois. Mais c'est un truc qui est important à comprendre en fait. C'est très utile, je trouve, de comprendre comment fonctionne le cerveau et de rentrer comme ça dans une tâche et de se dire après, bah effectivement, je suis dedans dans cette histoire de flow. Tu dois connaître du coup les histoires de flow. Ouais, bien Je sûr. viens d'un psychologue, j'ai pas son nom, c'est un nom très compliqué, qui a inventé le flow il y a quelques années. Oui, c'est ça, c'est un psychologue, je pense, une étude assez connue. Ouais, c'est un et des sujets hyper intéressants. Et pour moi, ces sujets, ils viennent d'un truc principal, c'est que il y a personne, enfin moi en tout cas de mon côté, c'est vraiment ça, il y a personne pour me dire quoi faire. Et je pense que s'il y avait vraiment personne pour me dire quoi faire, y compris pas la partie de moi qui a quand même vachement envie de bosser, de faire du business de manière générale et d'avancer, je pense que je ferais pas grand-chose. J'ai une nature générale assez flemmarde.
assez feignante, je dirais même. Alors là, je sais que tu te marres parce que tu te dis qu'on dirait pas du tout. Mais oui, en plus, tu m'as répété ça à plusieurs reprises. Je sais pourquoi tu dis ça, mais vas-y, je te laisse terminer et puis peut-être je vais rebondir là-dessus. Du coup. J'ai vraiment une nature assez flemmarde, assez feignante. Il y a vraiment des moments où j'ai pas du tout envie, mais vraiment pas, et du coup, je fais tout simplement pas. Ça m'arrive parfois de me lever tard, très ponctuellement, juste parce que j'ai pas envie, quoi. Je sais que ça t'est arrivé aussi par période assez longue, mais tu as réussi à remédier à tout ça. Mais du coup, j'ai un peu ce truc ambivalent d'un côté et de l'autre, le côté vraiment feignant, flemmard que j'ai toujours plus ou moins eu, et l'autre côté où du coup je m'intéresse vachement à toute cette partie flow, productivité, les meilleures méthodes pour pouvoir travailler le plus longtemps possible, travailler le plus possible, le plus tard possible, le plus tôt possible, optimiser le sommeil, etc. Et ces deux parties en moi se battent un peu, et parfois l'une gagne et parfois l'autre perd, mais elles cohabitent finalement. Donc l'entrepreneur slash optimisateur slash biohacker slash tout ça à la fois, qui a vraiment envie de faire le truc à fond. Et puis la partie un peu plus naturelle, organique de des fois j'ai la flemme, des fois je suis à fond, puis le lendemain pas, et donc je suis juste pas, et puis voilà quoi. Exactement. Tu te laisses un peu aller avec le flow naturel de la vie, des motivations, de ta motivation. Quoi. Ouais. Bah, c'est une lutte constante hein, pour tout le monde, je pense. C'est un peu le choc des titans qui se passe dans notre tête sur est-ce que je fais le truc à fond ou pas. Parce que des fois, tu fais le truc à fond et puis après, tu te dis en fait pourquoi je fais tout ça, tu vois. Ouais. Est-ce que j'en ai vraiment besoin et tout. C'est vrai que souvent, les gens placent le curseur au mauvais endroit de savoir ce qui est vraiment nécessaire ou pas pour réussir dans leur projet professionnel. Et c'est vrai que des fois, il y a un rendement qui est quand même très marginal et très décroissant sur des tas de petits trucs qu'on fait où les gens vont chercher du 1% sur le fait d'être plus efficace, plus productif et tout. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça qui va les faire réussir. Disons qu'ils en sont au début de leur projet professionnel et s'ils posent un peu les premières briques, tu vois, les premières pierres, ils ont juste besoin de réussir un petit projet professionnel, une activité sur Internet, une petite boîte, quelque chose. Et les gens, des fois, se prennent méga la tête sur plein de trucs, sur les routines, sur les aspects de santé, alors que des fois, quand on est au début, premier cycle professionnel et tout, peut-être des fois, c'est juste bien de travailler plus. Ça dépend hein, de ta situation, mais et de négliger peut-être le plus gros de tes aspects de ta santé en sachant que le 20-80 ça restera d'avoir un bon sommeil et de bouger suffisamment quand même. Même la diète, j'ai envie de dire, quand tu es dans un cycle un peu hardcore, tu peux peut-être lever un peu le pied, manger un peu plus n'importe quoi. Je pense que si tu fais attention à ton sommeil et que tu bouges suffisamment, je pense que tu te sens pas trop mal en général. Je pense peut-être pas sur le long terme. Mais il y a vraiment un 20-80 assez évident sur tous ces trucs-là et faire le tri et pas garder une routine trop compliqué le matin, pas se prendre trop la tête sur plein de trucs, pas trop optimiser les choses, etc. Et à faire juste un petit peu la base. Et la base, des fois, c'est juste travailler plus et c'est notamment se concentrer sur un seul truc. Quand on parlait de focus, alors, tu prends une tâche, tu te concentres à fond sur cette tâche-là, tu oublies tout le reste, tu oublies les routines, tu oublies les douches froides, tu oublies les appareils à lumière rouge, tu oublies tous ces trucs-là. Tu te concentres juste sur, idéalement, quand même, pas de faire des nuits de 5 heures, enfin, c'est quand même l'idéal. Et puis tu bosses juste, tu te lèves le matin, tu te mets à bosser au bout de 30-45 minutes et tu bosses juste à fond toute la journée. À un moment, peut-être tu prends une douche froide juste pour te réveiller un peu si tu es un peu en train de comater, tu vois. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Tu n'as même pas besoin de comprendre les bienfaits qu'ont les douches froides. Tu peux juste te dire, je prends une douche froide parce qu'en fait, ça me réveille fou sur le moment. Et tu sors de ton. Parce qu'on comate un peu quand on est sur l'ordi, tu vois. Surtout, ça dépend après de ta station de travail. Mais moi, par exemple, j'ai pas beaucoup de lumière là où je travaille, qui est un hack assez important. Pour les gens qui se posent la question, peut-être c'est vrai que si vous avez un espace de travail qui a beaucoup de lumière, qui est très lumineux, vous allez vous sentir tout de suite beaucoup mieux au quotidien, vous allez avoir naturellement plus d'énergie. C'est un truc que tu ressens assez facilement. Dès que je sors, moi par exemple, que je vais marcher, j'ai l'impression que ce qui me réveille le plus, ce n'est pas la marche, alors que c'est le truc qu'on recommanderait et tout, parce que c'est important, et je conçois que évidemment c'est important, mais c'est pas la marche qui me réveille le plus, c'est le soleil. C'est complètement le soleil. Et du coup, j'ai fait le test. Plusieurs fois, j'ai installé une application sur mon téléphone, ça s'appelle un luxmètre, si vous voulez tester. Et vous pouvez mesurer la quantité de lumière en luxe. Donc, vous testez avec votre téléphone, vous le pointez, ça marche très très bien, c'est suffisant. Vous le mettez partout dans votre bureau. Puis après, vous allez dehors, même quand vous pensez que votre bureau est lumineux, hein, qu'il est bien. Faites le test. Et ensuite, allez dehors et faites-le, même par temps gris, même s'il pleut, même tout ce que vous voulez. La différence, c'est des milliers de luxe. Vous allez passer de 50, 70, 100, 200 luxe à 1000, 2000, 3000, et là c'est quand c'est pas très ensoleillé, et sinon 5000 ou plus quoi, quand c'est des journées vraiment très très belles, il y a du soleil, etc. La différence elle est énorme, et en fait notre cerveau et nos yeux ils sont câblés pour recevoir en fait cette quantité de lumière en journée.
Donc si vous n'avez pas cette quantité de lumière en journée, bah, c'est normal en fait d'être un peu léthargique, des fois d'avoir moins d'énergie, etc. Imaginez mettre votre bureau dans votre jardin, quoi, dehors quand il y a du soleil. Je sais qu'il y a un problème de rétroéclairage avec l'écran du coup. Mais dans l'idée, vous voyez l'idée quoi. Et vraiment, je pense que ça fait une différence hyper importante. Des fois, il y a des hacks que les gens ne connaissent pas comme ça. Et je pense que c'est des vrais hacks de productivité. Avoir un espace de travail où tu as beaucoup de lumière, et je pense en particulier à de la lumière du soleil, tu vois. Genre vraiment une douche lumineuse, c'est ultra lumineux, grande baie vitrée, il y a beaucoup de soleil qui rentre, tu te sens vraiment beaucoup mieux que là où je travaille, moi par exemple, tu vois. Moi j'ai un tout petit Velux, quoi. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Moi j'ai une grosse fenêtre, mais j'ai un mur derrière moi qui est complètement noir. Et qui prend une largeur et un petit bout de la longueur. Donc ça fait un peu une espèce de bulle, un peu comme un studio, tu vois, où quand on regarde d'un côté de la pièce et de l'autre, c'est complètement différent. Un côté est blanc, l'autre est noir. Donc ouais, je ressens, je vois très bien ça. Et moi, j'ai la chance d'avoir un chien qui fait que je suis obligé de sortir tous les jours. Alors c'est une chance et une malchance parce que je pense que si j'avais pas de chien, je sortirais pas de chez moi. Mais ce serait pas du tout un problème. C'est-à-dire que j'en serais très content. Moi, je peux passer des journées, voire des semaines entières chez moi, sans bouger, sans voir d'autres personnes d'ailleurs. Ça me pose absolument aucun problème. Je recharge vraiment mes batteries seul. Donc en fait, quand je reste seul très longtemps, bah, au bout d'un moment, je suis juste chargé à bloc et tout va très bien, tu vois. Mais ouais, j'avais tenté. C'était quand? C'était il y a 2 ans, je pense, à peu près 2 ans, j'avais eu. Est-ce que tu as eu une période avec une morning routine où vraiment tu as essayé, tu vois, tu as essayé d'optimiser tous les petits trucs un peu Mais j'essaye, après je suis influencé par des gens qui ont des morning routines et je vois que ça a un impact positif dans leur vie, alors j'essaye, mais à chaque fois que j'essaye, ça passe pas, quoi, j'y arrive pas. Donc j'essaie de mettre 2-3 trucs et en fait j'ai une morning routine si tu veux, si ça compte à partir de un truc. Effectivement, la première chose que je fais en me levant le matin, c'est de boire un verre d'eau. Je sais pas comment les gens font pour pas faire ça, mais je pense que je l'ai pas fait pendant des années, mais là maintenant ça fait des années que je fais ça et je peux pas faire autrement. Je me sens desséché et j'ai l'impression que c'est vraiment m'hydrater, c'est le truc que j'ai besoin de faire en me levant le matin pour me sentir bien. Donc ça c'est le premier truc que je fais. Et en fait, pendant un temps, mais j'ai l'impression que ça c'est surtout printemps-été. Printemps-été, je le fais quasiment tout le temps. Juste après le verre d'eau, je vais marcher, en général 10-15 minutes, parce que le fait de bouger, pour moi, ça me réveille quand même. Tu vas marcher direct avant quoi que ce soit d'autre? Je vais marcher direct, ouais, pour me réveiller, du coup, faire un petit tour, et voilà. Mais ça, j'avoue que je le fais pas en ce moment, et je pense que c'est parce qu'il fait froid, tout simplement. Ah ouais. Et donc, du coup, j'ai vraiment pas... Tu vois, c'est un peu une morning routine un peu bidon, tu vois. Je vais pas au bout des choses, là. Je peux aller marcher, je mets un manteau, et c'est terminé. Mais j'ai un peu la flemme, et au final, je vais juste bosser plus vite, et voilà. Ouais. J'ai pas d'autre morning routine que ça, j'ai testé des trucs, j'ai vraiment tout testé. À un moment, quand j'ai testé, j'ai fait 2 jours. J'ai voulu faire à un moment d'aller me mettre les pieds nus dehors, tu vois, faire des exercices de respiration, ensuite remonter, prendre ma douche froide et tout. J'ai vraiment essayé plein de trucs, mais je le tiens pas. Et à chaque fois, je le tiens pas en me disant, peut-être que je le tiens pas pour les bonnes raisons aussi, je suis pas obligé de le faire, peut-être que c'est pas la bonne routine pour moi, peut-être que j'ai pas envie de faire ça maintenant, peut-être qu'il faut que je trouve d'autres trucs à faire, ou peut-être juste que des fois, je suis aussi influencé par des gens qui n'ont pas de morning routine et qui disent bah, vous nous cassez un peu les pieds avec tout ça, juste aller travailler, quoi. J'ai un peu cette ambivalence et tout, donc je sais pas trop où me placer par rapport à tout ça. Des fois, j'ai envie de le faire, des fois pas. Voilà, mais je teste des trucs très régulièrement et j'ai un peu plus des routines le soir par contre que le matin. Toi, est-ce que tu en as du coup des routines du matin? Routine du matin, j'en ai plus. Boire de l'eau, c'est un truc aussi qui vient extrêmement rapidement. Dès que je me lève, je vais à la salle de bain, je bois de l'eau. Parce que ça, en fait, c'est un peu comme... c'est une image que je donne très souvent en ce moment, j'ai l'impression, surtout avec toi, mais c'est un peu le genre de truc où tant que tu l'as pas testé, tu te rends pas compte de ce qui te manquait, en fait. Se réveiller et boire de l'eau, c'est un espèce de truc où tu as l'impression de sortir. Ouais, Ah, mais si vous le faites pas, faites-le. Si ce podcast peut vous apporter un seul et unique truc, prenez un verre d'eau en vous levant le matin, c'est incroyable. Ça, je pense que vous allez vous rendre compte, si vous prenez l'habitude ne serait-ce que 7 jours ou 10 jours d'affilée, je pense qu'après vous pourrez d'office pas revenir en arrière, enfin ça va être un automatisme. Vous vous sentez trop bien après un verre d'eau quand on se lève. Tout à fait. Incroyable. C'est un hack de productivité. Et si je pouvais aller plus loin juste pour l'hydratation, puisqu'on a un podcast hydratation, j'ai acheté il y a quelques semaines une bouteille en verre de 2 litres. Attention, c'est rare et difficile de trouver une bouteille en verre de 2 litres, parce que je voulais pas un truc en plastique. Voilà. Mais l'idée c'était de boire suffisamment d'eau tous les jours. Et donc, comme je n'arrivais pas à mesurer ça et d'être sûr que je boive suffisamment d'eau,
et qu'évidemment on est des entrepreneurs, donc on optimise, on mesure. Donc du coup je me suis dit comment mesurer, il faut que j'ai une bouteille d'eau à remplir tous les matins tout simplement, et je la vide au fur et à mesure de la journée, à la fin de la journée je sais que j'ai assez bu. Ça marche super bien, si vraiment vous voulez avoir ça pour vous, le sujet de l'hydratation, juste de le balayer et de se dire ça c'est bon, c'est terminé, j'ai une solution pour le reste de ma vie, bah faites ça. Vraiment j'ai fait ça il y a pas mal de semaines maintenant et je l'utilise absolument tous les jours. Je remplis ma bouteille d'eau en verre de 2 litres tous les jours et je la finis et plus si affinité à chaque fois, donc ça marche très très bien et je suis sûr d'avoir une bonne hydratation du coup dans ma vie. Et puis bah, ça peut avoir toutes les répercussions positives que ça peut avoir, une bonne hydratation tout simplement. Petite parenthèse sur l'hydratation du coup. Ouais, sur l'hydratation, je te rejoins. Moi, j'ai pas besoin de mesurer. Je bois déjà énormément d'eau. Je pense que je suis autour de 5-6 litres par jour. Je bois vraiment. Bah, j'ai des gens qui m'ont dit que c'était pas bon. Mais moi, ça fait des années. C'est très très hors norme, même pour des sportifs haut niveau, j'entends jamais 5-6 litres. Donc je suis très surpris que tu bois autant. Je sais même pas comment tu fais pour avoir assez soif. Ouais, ça me paraît vraiment beaucoup. En fait, c'est devenu un réflexe complet. C'est-à-dire que quand j'ai de l'eau à côté de moi, je me dois de la boire. Et quand elle est vide, je me dois de la remplir. C'est devenu juste un réflexe. Déjà, je bois 3 tisanes par jour à peu près. Et chaque tisane, c'est déjà un quart de litre. Donc on est déjà à 3 quarts de litre. Tu comptes les tisanes du coup? Ouais, bien sûr. Okay. Ouais, je compte vraiment toute l'eau que je mets dans toute ma journée. Et ensuite, en fait, moi j'ai des grands verres en plastique, des verres réutilisables, qui font un demi-litre. Donc en fait, calculer après, ça se fait assez rapidement. J'en bois environ une dizaine par jour en moyenne. Okay. Donc ça fait à peu près 5 litres et plus les 3 tisanes, tu vois. Parce qu'en fait, vraiment, à chaque fois qu'il est vide, je vais le remplir, je le rebois. Et ça fait des années, je me porte très bien. J'ai pas l'impression que ça me pose un problème. Okay. C'est incroyable, on a vraiment transformé ce podcast en podcast hydratation. Après, c'est évident que les sujets santé, tout ça, ça allait venir. Je sais pas pourquoi il y a cet appairage automatique entre santé et pour les entrepreneurs. Parce qu'en fait, les entrepreneurs, ils le font pas pour être en bonne santé. J'ai l'impression qu'ils le font pour dire je vais être plein d'énergie, je vais pouvoir beaucoup travailler. Très concentré. C'est incroyable, mais c'est pas grave, peu importe les raisons qui nous poussent à le faire. Si on le fait, il n'y a que des conséquences positives. Tout à fait. Et c'est des bonnes habitudes à avoir. Juste pour terminer sur l'hydratation, du coup, si vous voulez, il y a des calculateurs sur Internet. Il y en a plein qui vous permettent de calculer normalement quelle est la bonne hydratation pour vous en fonction de votre niveau d'activité, si vous faites du sport ou pas, votre poids, votre âge, votre sexe, etc. Et ça va vous estimer la quantité d'eau à boire. Grosso modo, pour la plupart des gens, ça va être quelque part entre 1,8 et 2,5 litres en fonction de si vous êtes une jeune femme, je sais pas, petite, 1m55, toute fine, etc. Ou un grand bonhomme qui fait beaucoup de sport, où ça va être facilement 2,5 litres, peut-être même plus si vous êtes très actif. Mais en gros, c'est un peu cet ordre d'idée là, quoi. Ouais. Mais faites-le, vous allez vous sentir bien. Ça fait partie des nombreuses astuces. J'espère qu'on parlera de temps en temps santé, productivité. C'est des sujets qui m'intéressent beaucoup, la santé. Bien sûr. Pour des raisons très personnelles, je le raconterai, je pense, plus tard. Mais ouais, moi, ça me tient à cœur d'être bien hydraté, de bien manger, de faire du sport. Et c'est cool pour le travail aussi. On se sent mieux après au travail aussi. Ouais, bien sûr. Mais je t'ai coupé dans ta morning routine, du coup. Donc, ma fameuse morning routine. J'ai eu une période avec une sacrée morning routine que j'ai même tenue pendant plusieurs mois. J'étais pas tout seul à la faire, ça aide beaucoup d'être deux à le faire. Mais j'ai eu pendant plusieurs mois et c'était hyper bien cadré. C'est-à-dire que j'avais vraiment plein de petits trucs. Je te la fais. C'est vraiment la morning routine cliché, quoi. Et j'ai dû la tenir pendant peut-être 3-4 mois, je pense, en tout. Premièrement, je me réveillais et je me couchais évidemment tous les jours à la même heure. Week-end, pas week-end, copain, pas copain, film, pas film. Tous les jours, même heure, coucher, même heure de réveil. Au moment où je me réveillais, la première chose immédiate, c'était de boire un verre d'eau avec du citron dedans. Et immédiatement d'aller m'asseoir dans mon canapé en tailleur, d'allumer une bougie et de lire pendant 10 minutes. Il n'y a aucune blague. T'es un hipster entrepreneur en fait un petit peu. Donc, attends. T'es au début de tes surprises. Donc, je lisais pendant 10 minutes. Okay. Ensuite, après avoir lu pendant 10 minutes, je faisais de la méditation pendant 10 minutes. Okay. Donc, j'avais 10 minutes de méditation où vraiment je prenais le temps d'apprendre à méditer parce que c'était les premières fois que je méditais. Donc, 10 minutes de méditation. Après ces 10 minutes de méditation, j'avais 10 minutes pour prendre ma douche. Rapidement, avec une eau, à ce moment-là, je faisais de l'eau plutôt brûlante pour vraiment que ça me fasse du bien, quoi, que ça fasse ressortir mon énergie. Je sais pas ce que j'essayais de faire à ce moment-là, mais okay, voilà.
Et ensuite, en sortant, j'avais 10 minutes d'étirement / yoga avec une application sur mon téléphone qui me parlait en même temps et qui m'expliquait les positions que je le faisais et tout. Donc ça faisait 10 minutes de lecture, 10 minutes de méditation, 10 minutes de douche, 10 minutes de ça. Et j'avais un dernier 10 minutes. Qu'est-ce que c'était mon dernier 10 minutes ? Je crois que c'était 10 minutes de balade du chien, ce qui me faisait marcher moi aussi du coup. Ce qui, Avec les affirmations. Au réveil. Non, j'ai pas fait les affirmations. Non, comme d'autres que j'ai pu entendre, moi les affirmations positives, j'ai quand même toujours été un peu gêné. Voilà, je confesse avoir essayé peut-être 1 ou 2 fois dans ma vie, mais c'est tout, en 31 ans. Donc, c'est qu'il y a... Moi, je me suis toujours senti un peu con, quoi. Je sais pas pourquoi, mais ouais, je comprends très bien pourquoi ça marche, par contre. Je remets pas moi ça du tout aussi. en doute. Je vois bien les mécanismes sous-jacents, on va dire, et c'est vrai que ça me choque pas du tout que ça marche pour de vrai. Voilà, c'est juste que tout marche, mais on peut pas tout faire. Donc si je fais C'est pas ça. ça, peut-être c'est parce que je fais autre chose, et voilà, il y a pas de mal à pas tout faire et à pas faire d'affirmation. Mais je comprends pourquoi ça marche. Ouais. Moi, je suis plus team conditionnement que team affirmation positive, tu vois. Hmm. Quand je dis team conditionnement, c'est que par exemple, on sera sûrement amené à en parler à un moment dans le podcast, mais j'ai pour projet de déménager à Dubaï pour tout un tas de raisons. Et je pensais qu'on en aurait déjà même parlé avant, hein, en 2 épisodes. Je me suis dit Ouais, ce c'est serait un vrai. sujet. Et là, même là, je sais pas si on va vraiment en parler parce que là, on me Moi, parlait je d'autre chose. pense pas. Là, Mais c'est ouais, il juste. faudra qu'on en parle, évidemment. Oui, bien sûr qu'on en parlera. Tu vas me challenger là-dessus, j'espère. Non, c'est Non, très non, je blague pas du tout, parce que tu vas venir y habiter avec moi. J'ai pour projet d'habiter à Dubaï, et depuis que j'ai eu ce projet, qui est pour moi un gros projet, et pas simplement comme n'importe quel youtubeur de dire « Oh, je vais habiter à Dubaï », pour moi, c'est quasiment pour l'instant le plus gros projet de ma vie. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis conditionné. C'est-à-dire que pour me conditionner, j'ai fait des choses, c'est que mon fond d'écran maintenant, c'est Dubaï. J'ai acheté un Displate, parce que je suis fan de Displate, j'en ai énormément chez moi. Enfin énormément, genre 9 ou 10 quoi, mais quand même. J'ai acheté un Displate de Dubaï. Mon fond d'écran de téléphone, pendant longtemps, ça a aussi été Dubaï. Je regarde parfois des documentaires sur Dubaï, qui datent un peu certains, mais aussi des plus récents. Je me mets vraiment dans une espèce de conditionnement. Et je sais que j'y pense au moins 1 à 2 fois par jour, tous les jours, systématiquement. Et donc, ça rejoint un peu ce truc d'affirmation, mais plus dans le côté conditionnement. Moi, ça fonctionne beaucoup mieux pour moi. Je te rejoins à 100%. Ça, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi, que j'ai compris, je dis ça modestement parce que j'ai rien fait à l'époque, mais que j'ai compris il y a plusieurs années. C'est un sujet qui même m'obsédait il y a plusieurs années, c'est de comprendre qu'on est un animal produit de son environnement. Ouais. Et comme on est le produit de notre environnement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile, des fois, d'agir sur notre environnement qui va en retour agir sur nous, plutôt que d'essayer d'agir sur nous directement par motivation ou discipline. Et du coup, je fais pas mal de choses pour ça, pour modifier petit à petit mon environnement ou mon conditionnement, enfin arriver au conditionnement comme toi, d'un certain nombre de petits sujets qui peuvent être importants pour moi dans la vie. Moi, par exemple, il y a plein de petites choses. Alors, je vais vous même donner un exemple tout con, par exemple, quand on dit l'habit fait pas le moine, je suis pas entièrement d'accord avec ça, par exemple. Je pense qu'en fait, l'habit, des fois, fait un petit peu le moine aussi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, faites l'exemple, faites un test tout bête. Vous avez peut-être déjà vu passer ces études scientifiques où ils font des tests, où ils habillent quelqu'un en médecin, en policier, etc. Et tout le monde respecte d'un seul coup. Parce Ouais, bien sûr. voilà, se crée un sentiment d'autorité naturelle, en fait, juste par le costume et la posture de la personne. Ça marche assez bien, en fait, parce qu'on est les animaux qu'on est, quoi. Donc, on fonctionne comme ça. Tout à fait. Et donc, ça marche aussi sur vous. C'est-à-dire, là, on en parlait justement... on se disait que ce serait peut-être mieux d'arrêter de rester en pyjama une grande partie de la journée pour s'habiller. Première chose dès qu'on se lève le matin, parce que dès qu'on s'habille, peut-être qu'on est plus productif. Alors attention, quand je dis plus productif, ça se stack pas à l'infini. À chaque fois qu'on vous donne des astuces pour dire on est plus productif, et à chaque fois c'est plus 5%. À chaque fois c'est plus de plus. Non mais quand je dis voilà, c'est juste en général on se sent peut-être mieux, plus dans le travail, plus productif. Ça joue par exemple si vous vous mettez en costume. Je peux vous assurer que si vous vous habillez en costume, vous n'allez pas vous sentir être la même personne du tout. Ouais. L'habit fait un peu le moindre quand même. Il va se passer quelque chose sur vous. Et donc ça, c'est vraiment purement du conditionnement. Ça, c'est un petit exemple, mais j'en ai d'autres. Moi, j'utilise généralement ce qu'on appellerait des triggers. On pourrait le décrire en français juste en disant des déclencheurs, si vous voulez. Ces triggers, je le fais très régulièrement, un peu partout dans ma vie, pour essayer de me conditionner justement. Par exemple, le soir, je prends, là j'ai racheté ça récemment, je prends des petites gélules de théanine, qui est une molécule qu'on trouve dans le thé, qui est responsable des effets relaxants du thé. C'est complètement inoffensif. Vous pouvez en prendre 100, 200, 300, 400 mg.
pour vous aider à vous relaxer, vous endormir, etc. Et en fait, moi, la vraie raison pour laquelle je prends de la théanine tous les soirs, 30 minutes avant d'aller me coucher, c'est pas réellement pour améliorer mon sommeil. C'est un trigger. C'est pour envoyer le message à moi-même que je suis quelqu'un qui prend soin de mon sommeil et de ma santé. Je le fais uniquement pour ça. Alors au passage, si ça peut m'aider à me relaxer, tout tant mieux. Et surtout, je m'assure que ce soit inoffensif. Évidemment, le but, c'est pas de faire un truc dangereux, etc. Mais du coup, la seule raison pour laquelle je prends ces pilules-là, c'est uniquement pour me conditionner à me dire que je suis quelqu'un qui prend soin de mon sommeil, de ma santé, tout. C'est ce que j'appelle moi des triggers. Je fais ça un peu partout dans ma vie et j'essaie, dès que j'ai des idées pour en faire plus, j'en fais plus. Là, par exemple, j'en ai un sous les yeux. Mon fond d'écran, j'ai écrit sur mon fond d'écran. Alors, j'ai toujours un fond d'écran unicolore avec rien, mais j'ai écrit un truc au milieu parce que je passe tous les jours devant. Et comme je passe tous les jours devant, c'est un trigger assez fort s'il y a quelque chose qui est important pour vous. Moi, j'ai écrit prise de décision parce que c'est le sujet du moment pour moi où je suis en train de regarder, de lire plein de trucs, je lis un bouquin. Et donc là, j'écris ça. Je voulais justement peut-être passer à autre chose, écrire autre chose, mais utilisez votre fond d'écran, c'est super puissant pour écrire quelque chose dessus, n'importe quoi, parce que ce truc-là, vous passez devant 15 fois par jour, tous les jours. Donc c'est un trigger très très fort pour trigger ou déclencher ce que vous voulez de comportemental chez vous. Pareil avec on les voit pas, alors on les verra pas au montage du coup, parce qu'on est un peu coupé, mais j'ai des tableaux, et j'ai des petites citations sur les tableaux, et le but c'est en fait de les revoir tous les jours, et si je les revois absolument tous les jours, je m'en imprègne beaucoup plus. Et voilà, donc j'ai plein de petits triggers comme ça, moi j'appelle ça des triggers. Je sais pas si c'est quelque chose que tu fais toi, ou si tu avais eu un peu la même idée. Ouais, c'est quelque chose que j'ai fait, mais que j'avais piqué à un youtubeur, un ancien youtubeur en tout cas, qui s'appelle Ismail, le Raptor dissident. C'est un gars qui boit pas du tout de café, mais par contre, à chaque fois, avant de faire sa séance de sport, il se boit un ristretto d'un café hyper puissant, tu vois, un truc très strong. Il se fout pas mal des effets, en fait, c'est un trigger pour lui dans sa tête mentale, pour se dire je vais tous les foncer à la salle. Exactement, c'est uniquement un déclencheur où tu te le prends et en fait il boit jamais de café dans son quotidien le reste du temps. Donc en fait cet impact d'un coup, le goût dans la bouche, etc. te met en mode ok là c'est le moment d'aller faire du sport. Et ça j'ai adhéré immédiatement, quoi. Je trouve ça magnifique, t'as l'impression d'appuyer sur un bouton. Enfin, moi, c'est les aspects rituels de la vie un petit peu, la puissance des rituels en général. Aspect rituel et un peu aussi pour moi aspect robotisé. Moi, la robotisation, je pourrais sortir dans la rue pour quoi. C'est-à-dire que plus on va pouvoir améliorer l'humain et plus je vais être content et me jeter dedans corps et âme. J'ai vu récemment par exemple que Neuralink avait obtenu les autorisations pour faire des tests sur les humains. Ça c'est une de mes nouvelles du mois, quoi. Moi je n'attends que ça. C'est vraiment quelque chose qui me... L'augmentation humaine est un sujet qui m'intéresse énormément. J'ai pas beaucoup de connaissances dedans, t'en as peut-être même plus que moi, mais je sais en tout cas que je vais plus que m'y intéresser et j'ai envie d'y participer. Ok. C'est un truc que j'adore vraiment. Parfait. On a un sujet de Discord alors du coup. Ah ouais? Toi t'as envie de rester un humain banal, faible, lent. Bien sûr, oui, il y a toujours ces histoires de clans, l'humanité avec les sous-humains et les surhumains qui vont arriver parce qu'il va y avoir le transhumanisme. Tu ne veux pas participer. Je sais pas à quel point il y a du fanfiction là-dedans ou à quel point ça va être le réel, tu vois, mais je vois bien que tout le monde fantasme là-dessus. Moi, pour l'instant, disons que, en fait, je trouve ça absolument passionnant. C'est juste que j'aime pas l'idée de tout ce qui est invasif en général, ça me dérange. Parce que j'ai l'impression que ça devrait partir d'un mal-être pour vouloir faire ce genre de choses. C'est-à-dire, je me sens inférieur, je me sens pas assez intelligent, je me sens pas assez en bonne santé, je me sens pas assez fort, je me sens pas assez quelque chose, j'ai peur de la mort, j'ai peur de mourir, Et ça part d'un mal-être ou d'un truc, mal-être que j'ai pas l'impression de ressentir profondément en moi. Et je préfère quand même vraiment, du coup, l'idée de m'améliorer au maximum par les voies, on va dire, organiques ou naturelles. Ce que j'appelle les voies organiques ou naturelles, ça va être finalement de comprendre comment fonctionne son cerveau, de le hacker un petit peu. La prise de notes, c'est un hack pour retenir vachement plus de choses que si vous essayez juste de les retenir. Ça, c'est typiquement non invasif, ça ne me pose pas de problème. Donc, il y a un grand pan de la technologie qui ne me pose pas de problème. En général, tout ce qui est non invasif ne me pose pas de problème. J'ai une bague qui mesure le sommeil, ça ne me pose pas de problème. Et à partir du moment où tu ne veux pas me mettre un truc dans la tête, ça ne me pose pas de problème. Dès lors qu'on rentre dans le corps humain, là où ça me pose problème, c'est que du coup, je me dis qu'à terme, alors déjà, je me méfie vachement de à quel point on va maîtriser ce qu'on va faire le jour où on en arrivera là. Donc, je laisserai les autres passer avant moi de toute façon, ça par défaut, tu vois. Et ensuite, je me demande pourquoi est-ce qu'on fait ça. Je suis pas sûr de comprendre pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin d'aller jusque-là et de faire ça. Et
les personnes, justement, toi, tu es quelqu'un qui a envie de le faire. Pourquoi est-ce que tu as envie de faire ça? Bah, en fait, j'en ai envie pour une raison qui est assez simple. Et j'ai aussi à t'opposer une raison pour laquelle toi, tu n'en aurais pas envie. Euh, Moi, j'en ai envie pour une raison très simple. J'ai pas du tout envie de m'améliorer sur des choses où je pourrais m'améliorer simplement en restant moi-même. C'est-à-dire que si on me propose une puce qui va me permettre de travailler 1 heure de plus par jour et de soulever 10 kilos de plus, par exemple, ça m'intéresse pas énormément. Parce qu'en fait, tout ça, c'est possible humainement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller beaucoup plus loin que les capacités maximales humaines. Parce que dans tous les cas, je compte quand même améliorer tout au long de ma vie, mon corps, mon cerveau, ma santé aussi de manière générale. Et du coup, quand je serai au maximum de ce que je considère comme étant acceptable pour un quotidien comme le mien, et ben à ce moment-là, j'aurais vachement envie d'aller beaucoup, beaucoup plus loin avec des moyens qui me font gagner énormément de temps. Et surtout, l'objectif, c'est pas de pallier comment est-ce que tu as dit ça? Comment tu as appelé ça? Tu as dit... Un mal-être, Voilà. L'objectif, c'est pas de ou pallier... des faiblesses, ou le fait que tu sois faible, finalement, oui, c'est ça, hein, des faiblesses, quoi. L'objectif, c'est pas de pallier des faiblesses. L'objectif, c'est plutôt de surpasser des puissances. C'est-à-dire d'aller au-delà de la puissance maximale possible. Quand je dis puissance, c'est intellectuel, physique, etc. Parce que ça... Tu parles d'un serveur, du coup, c'est incroyable. Ouais, mais oui, mais moi, tu veux augmenter ton CPU, en fait. C'est ça que tu veux. Exactement. Augmenter le CPU, la RAM, très bien. Et moi, j'ai plutôt l'impression que les gens qui sont contre, c'est justement par peur, par flip, de pas réussir à être meilleur que les autres qui sont augmentés aussi. Tu vois ce que je veux dire? Exemple, je te donne un exemple tout bête. Toi, on t'augmente, moi, on m'augmente, et quand on est augmenté tous les deux, je suis plus fort et plus intelligent que toi. Ça paraît chiant. Est-ce que c'est un truc comme ça qui peut te... Après, l'argument là qui est vraiment le plus convaincant et de très loin, c'est que tu es en train de me décrire un monde dans lequel Louis est vraiment très supérieurement intelligent à moi. Et ça, évidemment, moi, je peux pas rester les bras croisés et rien faire. Je serais obligé de faire quelque chose. Maintenant, quoi? Je ne sais pas, parce que de quelle technologie on parle, comment ça marche, quelles sont les limites, si on part d'un les principe... opportunités et les menaces, quoi, un petit peu le SWOT. Si mais on prend si tu veux, un chat GPT plugué dans le cerveau, tu vois. Ouais, non mais d'accord. En fait, déjà, je pense qu'il y a non pas la peur du résultat positif, mais la peur du drawback, plutôt la peur de ce qui va mal se passer, si tu veux en Ok, soi. ça Parce effectivement. que je vois en fait que là, on est vraiment typiquement dans le mythe de Prométhée, un peu, tu vois, où on commence à essayer de faire des trucs nous-mêmes, à faire de la vie, à augmenter la vie et tout. Et je trouve que plus on fait ça, plus il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Je pars du principe qu'en fait, l'organique est quand même vachement plus intelligent que nous, et qu'on a quand même vachement beaucoup de boulot avant d'aller dans des systèmes complexes comme l'être humain et d'être prêt à plugger des trucs et à comprendre ce qui se passe, quoi, tout simplement. Donc en fait, je me méfie énormément. Et il est possible qu'avec un historique de 10, 15, 20 ans, je me dis au bout d'un moment, bah écoute, pourquoi pas, parce que là, a priori, vraiment, j'ai plus peur du truc, tu vois, et je me dis, on maîtrise à peu près ce qu'on fait. Euh, les premières personnes sont mortes, c'est bon, c'est le premier à être passé avant moi. Là maintenant, sur les gens qui ont des puces, ça fonctionne. Et après, qu'est-ce que j'ai à en tirer? Le problème, c'est que je trouve que ça pose quand même un peu une question existentielle. Tu vois, j'ai presque envie de dire, ça pose la question du sens de la vie. Tu vois, voilà, j'ai envie de le dire, alors je vais le dire. Je me demande pourquoi est-ce qu'on fait ça, et en fait, je sais pas pourquoi. Je vois pas en fait. Est-ce que toi, par exemple, tu as envie de vivre plus longtemps? Est-ce que tu as envie d'avoir des technologies qui te permettent de vivre jusqu'à 200 ans, 300 ans? 300, 200, non. Ouais. Mais 150, ouais. Ok. J'ai pas envie de doubler ma vie parce que je pense que oui, je suis quasiment persuadé que vu mon âge et la période où je suis né, l'endroit où je suis né, mon mode de vie, je pense que je vais titiller les 100 ans du bout du doigt. C'est quelque chose que je pense depuis longtemps et en tout cas on va tout faire pour. J'ai pas envie de doubler ça, tu vois. Doubler 200 ans, c'est quand même long et je pense que et émotionnellement on n'est pas fait pour. Je pense qu'au bout d'un moment, il y a quand même des trucs qui se passent pas bien. Mais moi, c'est ça qui me dérange. C'est qu'en fait, dès qu'on touche un peu, ouais. à l'ordre naturel des choses, j'ai l'impression que ça se passe mal. En fait, c'est toujours un peu le truc de base, tu vois. C'est-à-dire, c'est ce côté, l'évolution nous a amené à tel qu'on fonctionne maintenant. Et j'ai l'impression que dès qu'on change un truc, ça va être le bordel. Dès qu'on change notre longévité à un point vraiment impensable,
ça peut être le bordel, j'en sais rien, moi, sur la natalité, sur la démographie, sur la psychologie des gens, sur peut-être des conséquences complètement inattendues, mais je me dis, c'est vraiment le bordel et on ne maîtrise pas. Et en fait, je trouve ça tellement confortable, l'idée d'être juste dans le cycle naturel des choses et de mourir à peu près normalement, à un âge normal. Et quand je dis un âge normal, pourquoi pas aller à 100 ans, tu vois. Ça va, c'est pas non plus, c'est pas 150, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est un peu mon point, tu vois. Mais moi, je me dis que moi, je préfère foutre le bordel pour pouvoir progresser. C'est-à-dire que je me dis que ça va sûrement... En fait, moi, j'ai toujours défendu la théorie dans beaucoup de sujets de la génération sacrifiée, un peu. Oui. Je l'ai beaucoup défendu, notamment en économie, où je suis persuadé que parfois, il y a des générations sacrifiées et c'est pas si grave que ça. Évidemment, si on va au niveau micro et humain, ça peut être dévastateur et très grave, ça, c'est évident, au niveau émotionnel. Mais quand on parle de tous ces sujets-là, pour moi, l'émotionnel, enfin moi en tout cas, j'essaie de m'en éloigner le plus possible et de le mettre extrêmement loin. Parce que si tu commences à devenir empathique avec tout ça, du coup, évidemment, tu fais plus rien, tu donnes de l'argent à tout le monde et tu viens caresser les petits chats qui ont la rage, tu vois. Mais en fait, un petit chat qui a la rage, c'est malheureux, mais il vaut mieux lui arracher la tête et le mettre dans l'eau que le caresser parce qu'il est mignon. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que je pense que pour qu'il y ait du changement drastique pour des générations futures et meilleures, il faut une génération sacrifiée. Il faut une génération qui va souffrir, douiller, qui va avoir des problèmes de natalité, peut-être des problèmes de bouffe. Je pense que je suis peut-être d'accord avec toi, mais il y a un problème de définition fondamentale dans notre débat en fait. C'est que je ne perçois pas le fait de devoir vivre jusqu'à 130 ans comme étant un problème à résoudre. Quand tu dis il faut progresser, ça sous-entend qu'il y a un problème à résoudre. Il y a un problème à résoudre parce que j'ai déjà... Il y a pas. Alors, je vais te raconter une anecdote aussi. Une anecdote qui est liée à ça. J'ai habité à Bordeaux pendant 3 ans. Et quand j'habitais à Bordeaux, j'avais un très bel appartement. Vraiment, vraiment très, très sympa. C'était pas très grand, mais c'était très, très sympa. Et en fait, cet appartement faisait partie d'un immeuble. Et cet immeuble avait été construit par son propriétaire. Plutôt, il avait détruit l'immeuble qui était là avant, qui était un immeuble des vieux bâtiments de France, etc., dans Bordeaux. Et il avait juste énormément de contacts à la mairie de Bordeaux, à la métropole, à la région et tout. En fait, il avait eu le droit de détruire cet immeuble et de faire un immeuble noir en bois au milieu de Bordeaux. Et moi, j'avais un appartement dans cet immeuble. Il y avait 3 appartes, dans mon souvenir. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Il y avait 3 appartes. Et cet homme était un homme hyper intéressant. Il avait plus de 75 ans. Il a travaillé dans la toute première entreprise qui a eu l'idée de traiter les données sur Internet. Donc déjà, genre, cette phrase, traiter les données sur Internet, c'est genre la base maintenant de ce qui régit nos vies, tu vois. Genre Google, tout le reste, ça traite nos données, ça fait que ça. Et en fait, lui, il a travaillé en tant que vice-président Europe, en tant que directeur Europe, dans une boîte qui s'appelait Webside Story, qui n'existe plus aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a quasiment aucune donnée trouvable sur cette boîte aujourd'hui. Et il a bossé avec énormément de choses. Il a implanté la Fnac en France, il a implanté Orange en France et dans plusieurs autres pays. Il a il a travaillé avec la CIA sur un programme pour retrouver des terroristes. Un mec avec une vie hyper intéressante, hyper riche. Il avait le numéro de Warren Buffett, parce qu'ils ont déjà fait une soirée ensemble dans le cadre d'un des projets. Enfin bref, c'était une vie de malade. À chaque fois qu'il nous racontait un truc, c'était génial. Tu vois. Et pendant que j'étais là-bas, à Bordeaux, cet homme a commencé à avoir la maladie d'Alzheimer. Et en fait, il le savait. C'est-à-dire que c'est quand même arrivé assez vite. Moi, quand je suis parti, on pouvait toujours discuter avec lui, etc. C'était toujours un mec super intéressant. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai vu cet homme vieillir assez rapidement, tu vois, vraiment en version accélérée en moins d'1 an. J'ai vu cet homme vieillir et j'ai vu cet homme perdre de la connaissance qui était si précieuse, si intéressante, si importante. Donc pour moi, vivre jusqu'à 130 ans, en fait, en voyant cet homme-là, je me dis que c'est un sujet. Parce qu'il n'y a pas forcément de question de mérite ou pas, ça peut être un autre sujet, mais en tout cas, il y a des gens, s'ils vivent jusqu'à 130 ans, globalement, c'est bénéfique.
Parce que pour l'humanité, tu veux dire. Pour l'humanité de manière générale, pas que pour eux. C'est bénéfique parce qu'ils auront toujours des choses à raconter, ils pourront raconter plus longtemps. Si on avait encore des gens qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale, qui étaient vivants aujourd'hui, qui pouvaient continuer à le transmettre, à le raconter, on aurait plus d'impact émotionnel, c'est certain, tu vois. Et cet impact émotionnel, il est primordial. Il faut qu'on se rappelle de tout ce qui s'est passé pendant la guerre. Et on s'en souvient, il y a plein de choses mises en place pour ça. Mais on n'a pas l'impact émotionnel réel et concret. On peut l'avoir, des fois on se sent un peu touché dans certains endroits, certains moments. Et avec cet homme-là, tu vois, c'est un peu ce que ça m'a fait. Où je me suis dit, merde, j'aurais quand même vachement envie qu'il vive plus longtemps. Rien que pour transmettre au prochain locataire, puis au prochain, et puis au prochain, et puis au prochain, tous les trucs qui lui sont arrivés, tu vois. Donc c'est un peu pour ça que moi je me dis que c'est un sujet. Alors évidemment, vu jusqu'à 200 ans, etc., du coup ça devient. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un terrain sur lequel on va se retrouver en fait. C'est qu'on ne sait même plus si on parle de vivre jusqu'à 100 ans en étant vraiment bien, ou de vivre jusqu'à 200 ans, ou comme certains le disent, vivre 1000 ans, etc. C'est-à-dire que les gens qui sont quand même vraiment pétris de transhumanisme, c'est quand même des gens qui, j'ai l'impression, ont une forme, pas juste d'enthousiasme, mais de peur dans les tripes aussi, de la mort, tu vois. De la C'est mort, en fait ouais. quelque chose que j'ai l'impression de ressentir, et du coup ça me dérange que ce soit ces personnes-là qui travaillent sur ces problèmes-là. Ok, ouais, ça je comprends. Et je préférais des gens qui n'ont pas peur de la mort, mais soient juste très enthousiastes de la vie en général, et qui sont des gens qui seraient peut-être moins concentrés sur la durée de vie, mais plus sur la qualité de vie. Et à partir du moment où on veut juste maximiser la qualité de vie, Ouais. et que ça nous amène à vivre tous très facilement jusqu'à 90-100 ans, je suis très à l'aise avec cette idée-là. Ouais. Par contre, avoir vraiment des mecs qui sont dans des laboratoires avec des petites lunettes, machin, et qui sont là, qui je sais pas, qui sont juste au service de... ils ont pas envie de mourir, quoi. Complètement, c'est juste ça. Je suis juste pas à l'aise avec ces personnes-là, je pense, et avec cette vision de la vie, et cette vision de la civilisation, en fait. Je pense qu'après, il y a aussi une énergie qui est peut-être pas la même entre toi et moi sur l'idée que serait une civilisation avec, qui serait justement transhumaniste, augmentée, avec tous ces trucs-là, versus probablement, moi, une imagerie que j'ai qui est un peu différente, tu vois, où j'imagine cette civilisation plus avec... moi, je suis plus... un peu smart city, tu sais, où il y a des buildings magnifiques, mais avec beaucoup de nature aussi à l'intérieur et tout. Et où les êtres humains n'ont pas spécialement des bus ou des bras robots, mais sont des gens juste super smart, qui ont éventuellement des technologies, tout ce qui est self-quantified, tu vois, un petit peu comme des bagues comme ça, mais en vachement plus cool, tu vois, demain. Ou même un Apple Vision, tu vois, des casques comme ça, ou des trucs qui me dérangent en fait pas du tout. Et je pense que j'ai une trajectoire pour l'humanité dans ma tête qui m'excite et m'enthousiasme plus que celle du pur transhumanisme, où on n'hésite pas du tout à fusionner avec la machine pour complètement s'augmenter, complètement vivre plus longtemps et complètement se transcender. Ça, c'est juste que c'est une civilisation qui m'excite moi, qui j'ai l'impression a plus pour moteur la peur de la mort que pour moteur la vie, quoi, tout simplement. Est-ce que tu dirais, toi, que tu as peur de la mort? Non, de ta mort à toi? Bah, pas vraiment. Enfin, en fait, je trouve ça trop prétentieux de dire ça. Mais en fait, c'est juste que j'y pense jamais, quoi. Donc, en fait, je pense que non. Ça me passe au-dessus. Enfin, en vrai, pour l'instant, j'y pense jamais, jamais, même pas une fois toutes les 2-3 semaines. Je pense que je vais y penser à chaque fois que quelqu'un va décéder dans mon entourage, tu vois. Et puis, ouais, bien sûr. Mais je sais pas, enfin, en vrai, ça va. Hein. Je suis pas, ça me travaille pas vraiment la mort, en fait. Ok. Ouais, ça te... Non, du tout. Ça m'a jamais travaillé, moi. Jamais. Et c'est même... alors, c'est un peu étrange. J'ai aussi un peu l'impression que ça fait prétentieux, mais vu qu'on va dire qu'on est deux prétentieux et qu'on parle ensemble, donc ça va, ça se passe très bien. Ouais, on parle ensemble, non, personne n'écoute. Personne, de toute façon. De toute façon, on fait 50 écoutes, donc bon. Un peu plus. Ouais, un peu plus. Je vanne, 150. évidemment. En fait, moi, c'est même plus que ça. Je le vois un peu comme une espèce de libération finale. Okay. C'est-à-dire que moi, c'est pas que ça me fait peur, c'est que je me dis qu'en fait, le jour où ça va arriver, bah, ce sera presque bien que ça arrive, quoi. Il y a des livres de science-fiction ou des films ou des récits, des nouvelles qui t'ont impacté dans ta vie quand tu étais jeune? C'est possible. Ouais, c'est possible qu'il y en ait eu plusieurs. J'ai toujours été très branché délire cyberpunk. Tout ça, mais j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a acheté très tôt des livres, des romans sans images. Je me rappelle du tout premier. D'ailleurs, ça va assez bien avec ma personnalité pour certains. Enfin, pour certains proches en tout cas. Le tout premier roman que ma mère m'a acheté, c'est La Grande École du Mal et de la Ruse. Okay.
Je ne connais pas, hein, donc je peux pas. C'est à peu près. Enfin, tu peux deviner avec le titre, quoi, globalement. Ouais, du coup, c'est pour ça que je souris, mais après, je sais pas ce que c'est. C'est comme une école pour les agents secrets, sauf que là, c'est une école pour les grands méchants. Et globalement, j'ai toujours adoré ça. Mais après, par rapport à la mort, je sais pas s'il y a des trucs directement qui m'ont influencé, en tout cas des lectures ou des œuvres. J'ai pas l'impression. J'ai toujours eu une fibre spirituelle assez forte. Je me reconnais dans aucune des religions connues, mais je le vois vraiment quand même comme un truc, la mort, où en fait, bah voilà quoi, ça y est, une grosse partie est terminée. T'as remarqué quand même que dans absolument tous les récits de science-fiction, la fusion avec la machine se passe mal. Non. Alors, pas dans tous. Et elle se passe Ouais, pas. j'imagine qu'il y a des contre-exemples, mais Alors, quand même, t'as vu, cette simple hésitation de pas dans tous, c'est quand même que, tu vois. Non, mais c'est intéressant. Après, moi, je suis pas dans la prophétie autorisatrice, je dis pas que ça a forcément mal marché, parce qu'en fait, ça se trouve, il y a une trajectoire de l'humanité où ça se passe très bien, hein, je dis pas le contraire. Mais moi aussi, j'ai été nourri de ça, tu vois, finalement, et à quel point j'en ai pas envie, bah aussi, juste si je pense à n'importe quel film de science-fiction que j'ai vu dans mon enfance, en fait, il n'y a jamais un film qui m'a beaucoup donné envie, sauf certaines technologies. Et encore, on parle de transhumanisme, un peu moi ce que je décrirais comme à outrance. Tu vois bien que je suis très ouvert à plein de trucs, je suis capable de vivre à Dubaï demain, je suis capable d'avoir des bagues qui mesurent des trucs dans mon sommeil, je suis capable d'avoir un Apple Vision, je suis capable de plein de choses. Moi, je suis complètement pro-technologie, il n'y a pas de souci, je suis un peu technophile sur les bords comme toi, je pense. toi, C'est juste qu'on n'a pas tout à fait la même... Bah, toi, si je devais définir, toi, t'es pour un humain augmenté, moi, je suis pour un humain amélioré. Ouais, ok. Tu captes? Si on essaye d'aller sur une définition extrêmement fine, toi, tu es prêt à augmenter un petit peu, à optimiser. Moi, je suis prêt à améliorer de manière hyper concrète, vraiment une amélioration franche, tu vois. Et après, évidemment, hein, je ne suis pas du tout en train de dire que je serais dans les premiers idiots à me jeter dans la nouvelle technologie d'Elon Musk qui te permet d'avoir une IA dans le crâne. Mais je ne serai pas dans les derniers non plus. J'y serai bien avant toi, en tout cas. Je sais pas à quel point toi tu penses que là, sans transition, hein, tu vas voir, Sans à quel transition, point tu j'adore. penses qu'on peut toujours définir comme étant un podcast business, un podcast qui parle pendant 40-45 minutes de transhumanisme et de la mort et des choses comme ça. Ça va être difficile après de s'en sortir, hein, tu sais, dans notre ranking pour les podcasts. Hein. Ouais, Parce que, alors là, concrètement, pas très business comme podcast. Hein. Non, c'est pas hyper business. Après, ça reste très intéressant. Globalement, on Si parle tu d'un le dis. peu... Bon, en tout cas, moi, je suis très content de cette conversation. En tout cas, moi, je passe un bon moment. J'espère que Moi toi aussi. Oui, je passe un très tout bon le monde. moment. De toute façon, on est dans un espèce d'entre-deux, tu vois. On est totalement dans un entre-deux. Ah, ça a tellement été utile, ça, du coup, pour s'en sortir un peu telle une anguille bien glissante. C'est magnifique. Est-ce que tu veux savoir, parce que, du coup, on peut le dire, c'est moi qui ai eu la chance de trouver le nom de ce podcast, et j'ai eu la chance qu'Alexis le valide. Est-ce que tu veux savoir comment je l'ai trouvé? Parce que je t'ai absolument pas dit comment je l'avais trouvé, parce que l'histoire est assez drôle. Non, on peut faire ça, du coup. Vas-y, raconte-moi. Alors, mais il faudra quand même aller sur nos parcours, hein. Je dis ça... On va, bien sûr, dans non, parce que là, je sais que là, on pourrait ne pas le faire. Je vois bien, mais je me suis dit, est-ce que vraiment on va assumer pendant 3 épisodes de suite? Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que là, je raconte ça, et ensuite on embraye sur nos parcours. Ok, donc... L'histoire est assez drôle. C'est pas une grande histoire. Je suis pas tombé sur quelqu'un dans la rue qui m'a donné une révélation. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Je me suis tout simplement dit que j'allais le faire avec ChatGPT. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone, j'ai activé la fonction vocale avec ChatGPT et j'ai fait comme si je parlais avec un ami, comme si j'étais en train de brainstormer. Finalement, comme si en fait j'aurais pu le faire avec toi, parce qu'à ce moment-là, tu n'étais pas dispo. Moi, j'étais pas dispo pour être sur mon ordi. Donc j'ai pris mon téléphone. Et je me suis mis à discuter avec ChatGPT. J'ai fait un prompt colossal et titanesque où je lui explique tous les types de noms que j'aime bien, tous les types de noms que je déteste, notre relation à tous les deux, ton métier, mon métier, de quoi j'aime parler, de quoi t'aimes parler, sur quoi on se rejoint, sur quoi on est différent. J'ai fait un prompt incroyable. Il m'a sorti des noms abominables, mais d'une nullité. Mais tu peux nous en donner 2 ou 3? Alors, attends. J'essaye de me rappeler. Il a par exemple sorti dualité cohérente. C'est incroyable. Bienvenue sur Dualité cohérente.
Alors attends, il m'a aussi sorti des trucs comme discussion contraire. Tu vois, des trucs comme ça. Et vraiment, à chaque fois, j'étais super dur avec lui. Je disais, non, vraiment, là, tu n'as rien compris. Moi, ce que j'aime bien, c'est plutôt des noms comme ça qui évoquent ça et ça. Ou des noms comme ci et ça qui évoquent ça et ça. Et à un moment, pendant que je faisais mon prompt, à haute voix, j'ai dit, tu vois un nom comme... donc j'ai cité d'autres noms de podcasts que j'aime beaucoup. Et après, je me suis dit, il faut que j'en trouve un autre. Donc j'ai dit un nom comme genre Entre deux, tu vois, un truc comme ça. Et il m'a répondu encore une connerie. Et là, j'ai eu une espèce de blocage, debout tout seul dans ma cuisine. Hein. Et je me suis dit, mais attends, Entre deux, c'est vachement bien. J'ai arrêté ChatGPT, je suis allé sur WhatsApp, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit Entre deux. Et tu m'as dit oui. Donc, si on voulait faire une vidéo YouTube, je pourrais dire j'ai trouvé mon nom de podcast grâce à ChatGPT. Ouais. Mais finalement, est-ce que tu dirais que c'est vraiment grâce à lui que je l'ai trouvé ? Bah, pas vraiment du coup, mais disons qu'il a contribué. Si tu veux, on pourra éventuellement, si un jour on fait un générique pour le podcast, on pourra le rajouter au générique. Ouais, on pourra mettre Louis Streif, Alexis FH, les différents monteurs qui bossent sur le podcast, et puis à la fin, il y aura ChatGPT. Ouais. On pourra le mettre effectivement. Il paraît-il, je ne citerai personne, paraît-il que certaines personnes créent des boîtes avec pour actionnaires et cofondateurs des IA maintenant. Apparemment, c'est possible. Donc, je ne me suis pas vraiment posé la question de comment c'était possible parce que je me dis, mais juridiquement, est-ce que vraiment. Après, moi, je réfléchis en France, tu vois. Oui. Je me dis, est-ce qu'en France, c'est possible ? J'imagine, je me dis que non, mais peut-être ailleurs dans le monde, j'imagine que c'est possible. Ouais, on doit être vraiment sur la définition du flou juridique, du coup. Où vraiment, juste personne n'a pensé. C'est littéralement ce qu'on appellerait un flou juridique. Ouais, je pense que juste aucun juriste ne s'est dit juste pas interdit, que quelqu'un allait être aussi débile personne pour se faire serait ça. dit dans un texte de loi. Ouais, c'est ça. Un IA ne peut pas, article 46, paragraphe C et tout, une IA ne peut pas être PDG, je crois que c'était actionnaire ou PDG ou les deux ou quelque chose comme ça. Détenteur d'action d'une boîte, quoi. Ouais, juste ça, sinon voilà, une IA au board de l'entreprise. Au board, c'est tellement intéressant au board, je trouve. Si on pouvait faire ça, vraiment, tu vois, avoir une IA, bon bref. Mais on y vient parce que des gens font des trucs. Oui. Ouais, t'as envie d'aller sur les parcours là. Tu te dis là, c'est quand même le bon moment. Là, c'est le moment. En fait, là, il y a une rampe de lancement là et exactement. Truc, là, je pense que si on aurait pu appeler notre podcast, non, on n'aurait pas pu mais on aurait pu appeler notre podcast sans transition, parce que vraiment, c'est que ce qu'on fait, quoi. Vraiment, nos transitions sont parce que en vrai, la plupart du temps, nos épisodes, c'est super fluide d'un sujet à un autre. Hein. Là, on a fait une cassure nette parce qu'en fait, on a fait une promesse et je me sens obligé de le faire. Ouais. Mais en vrai, sinon, à chaque fois, ça file tout seul. Là, tu m'as tendu des perches un nombre incalculable de fois là, quand on parlait pour aller sur d'autres sujets. Vraiment, je me suis retenu 50 fois. Je sais. Et là, on aurait pu discuter 3 heures non-stop sans parler une seule fois de nos parcours. Ah oui, et puis sans parler d'autres choses que du transhumanisme. Hein, parce que moi, j'avais un paquet d'autres sujets, notamment les modifications génétiques et tout. Il reste plein de choses. Mais il y avait des trucs, j'avais envie de rebondir. Non, je suis pas d'accord. Après, je me suis dit, là, c'est vrai, c'est pas mal ce qu'il dit. Je vois pas trop ce que je veux lui dire. Puis après, tu dis un truc et je me dis, ah, mais non, là, il dit n'importe quoi. Je vais pas rebondir. Et puis après, j'ai oublié complètement. Non, c'est non-stop, quoi. C'est un flux, un podcast fleuve. Toujours est-il que ce podcast fleuve va emmener notre petite barque naturellement vers nos parcours. Alors moi, je veux pas faire de toute façon les parcours très très longs en détail, etc. Je pense que c'est juste que tu voulais mettre un petit coup de spotlight sur un sujet ou un autre en particulier de ton parcours. Moi, c'était pareil, j'ai un truc peut-être précis à raconter parce que je l'ai teasé à la fin du podcast précédent, donc je me sens quand même un peu obligé aussi de le raconter vite fait, donc je vais le faire. Toi, il y a un aspect de ton parcours que tu voulais raconter en particulier ou tu penses vouloir faire un truc synthétique de tout ton parcours? Moi, je voulais faire mois par mois depuis 2018, mais oui, on peut faire un truc synthétique. Moi, je m'appelle Louis et je fais des vidéos. Que tu as rempli. Non, j'ai un carnet de bord fictif, un carnet de bord commun, un carnet de bord de discussion. Je regrette de ne pas l'avoir fait, mais je le ferai quand même jamais, même maintenant. Oui, mais c'est ça. C'est de tenir un carnet de tous les trucs que tu ressens, que tu penses, des trucs qui se passent dans ta vie. Et dès que tu relis un truc dans le passé, c'est incroyable. C'est ce qui se passe. Alors, c'est marrant, mais j'ai pas un carnet de bord, parce que tu sais, quand on imagine un carnet de bord, on imagine une espèce de vieux grimoire où on a écrit au stylo depuis des années. Louis a un journal intime, c'est ça que tu veux dire. Non, j'ai pas un journal intime, ça peut s'apparenter à un journal intime, on pourrait appeler ça comme ça, mais j'ai une case dans mon tracking quotidien, parce que je traque mes journées,
chaque jour, Ne non-stop. me tends pas une perche pour parler d'autre chose que nos parcours, s'il te plaît. Hop là, attrape ça Alexis. Pourquoi tu fais pas Nos ça parcours. Donc, et dans ce tracking quotidien, j'ai une case qui fait 3 lignes où je remplis mes humeurs, mes pensées du jour, ce qui m'a emmerdé, ce que j'ai adoré dans mes journées. Donc en fait, c'est un peu ça. Je fais ça depuis le 14 juillet. Ok. Donc c'est un peu ça. Mais effectivement, sur le long terme et tout, non, c'est pas prévu de le faire dans un espèce de grimoire. Dis-moi Alexis, comment en es-tu arrivé là? Quelle est ton activité aujourd'hui déjà en fait? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Je vais peut-être pas. Bon, si je peux expliquer quand même ce que je fais maintenant, mais parce que du coup, on avait déjà un petit peu expliqué. Là, si je fais tout mon parcours et tout, ça peut être un peu long. Mais là, donc aujourd'hui, principalement ce que je fais, j'ai une chaîne YouTube, je fais de la formation sur WordPress. Donc WordPress, c'est un logiciel qui sert à créer des sites internet, hein. C'est quelque chose que je fais depuis 2019 maintenant, de faire à la fois du contenu sur YouTube et puis ensuite d'avoir un catalogue de formation et de gagner ma vie comme ça essentiellement avec de la vente de formation, de la publicité, un petit peu tout ça à la fois. Et ça, c'est une entreprise que j'ai depuis 2019. Et donc là, je me dirige. Alors, on pourra en parler d'ailleurs à partir des prochains épisodes, puisque j'ai commencé à en parler un peu plus publiquement de mon prochain projet, donc une startup sur laquelle je bosse. Mais ça fait un peu moins partie de mon parcours. Là, on va faire plus une rétrospective et on parlera de la suite un peu plus tard. Donc, je bosse sur effectivement complètement autre chose, qui est plus une startup à proprement parler que ce sur quoi je bossais jusqu'à maintenant, qui était ce qu'on appelle vulgairement de l'infopreneuriat, c'est-à-dire des entrepreneurs qui sont sur la vente de formation. Et les règles du jeu sont différentes, la façon de gagner sa vie est différente, les marges sont différentes, le potentiel est différent, tout est un peu différent. C'est pour ça que c'est une catégorie un peu à part qu'on appelle de l'infopreneuriat. Ce que tu fais du coup maintenant aussi. Tout à fait. Donc je me dirige sur complètement autre chose, mais parlons du passé plus que du futur du coup. Donc là, pour parler de mon futur, alors j'ai teasé à la fin du dernier épisode en disant que j'avais perdu une somme d'argent assez importante et je pensais faire un petit coup de projecteur là-dessus en particulier sur cette expérience qui articule un petit peu le fait que je sois devenu ensuite plus tard un entrepreneur entre guillemets, même si c'est une définition un peu floue parce que je entreprenais déjà avant en quelque sorte, hein. Vous allez vous en rendre compte avec cette histoire. Je raconte ça du coup, je raconte un peu toute cette histoire. Alors, moi, pendant mes études supérieures, j'ai fait des études qu'on appelle des études de cinéma. Ça, c'est ce qu'on dit quand on veut que ça sonne, que ça fasse bien. Sinon, on dit juste des études audiovisuelles. J'ai fait ça pendant 2-3 ans. Une école de cinéma à Nantes qui s'appelle Cinécratis. En sortant de cette école-là, j'ai eu différents projets professionnels. J'ai tenté en fait de faire un petit peu mon propre petit bonhomme de chemin en faisant moi-même réalisateur de courts-métrages. Parce qu'ensuite, quand on fait des courts-métrages, on essaie de les faire tourner en festival et ensuite, éventuellement, d'être repéré par une boîte de prod ou des gens et puis ensuite de pouvoir faire des films, etc. etc. Donc ça, c'était un peu ma vision de comment j'allais essayer de faire les choses en sortant de cette école de cinéma. Quand je suis sorti de l'école de cinéma, je suis pas allé au bout du cursus, ça s'est pas forcément bien passé à la fin. J'étais pas un très très bon élève, très très studieux. Plus aussi, j'avais eu des événements personnels dans ma vie, donc j'ai perdu mon père à ce moment-là, ce qui a eu un impact assez important. Bien sûr sur mon implication dans cette école à l'époque, mais aussi parce que au moment de son décès, du coup, mon père m'a laissé une maison et aussi un appartement, donc des biens immobiliers que je n'ai pas gardé à l'époque, et ce qui a fait que j'ai eu pas mal d'argent. C'est ce qui a rendu tout ce que je vais vous raconter après possible. Tout ce que je vais vous raconter après est rendu possible parce qu'il y a eu le décès de mon père en fait, et j'ai eu pas mal d'argent de côté. Donc, comme je suis parti justement, je vous parlais de courts-métrages, etc. En sortant de l'école de cinéma, tous ces petits courts-métrages, je les ai financés moi-même, justement, parce que, voilà, circonstances atténuantes. Et donc, notamment l'un de ces projets, je suis parti en Afrique, en Namibie. Je ne sais pas si toi, tu vois où c'est la Namibie. Ouais, je vois. Je pense que la plupart des gens ne voient pas où c'est. La plupart des gens ne voient pas, mais... Juste au-dessus de l'Afrique du Sud. Ouais, juste au-dessus de l'Afrique du Sud. Et donc, on est parti à 4, petite équipe, avec, il y avait une maquilleuse, il y avait un autre gars avec moi qui servait de caméraman, et puis il y avait une actrice et tout. On est parti dans un petit setup assez spécial. L'idée, c'était de tourner des films là-bas. Mon pote, mon ami, du coup, lui, il voulait tourner un truc un peu plus long. Moi, c'était juste un court-métrage aussi. On est parti en Namibie pendant 1 mois. Il s'est passé plein de choses. On a organisé plein de trucs. C'est pour ça que je vous dis que à partir de quand est-ce qu'on décide qu'on est entrepreneur ou pas, tu vois, quand je repense aux trucs qu'on faisait à l'époque, je me dis tu l'as déjà. C'est littéralement la même chose. Bien sûr. Ouais. Je veux dire, je repense à ce que j'ai fait à l'époque, comment on a organisé le fait d'aller tourner un court-métrage dans des endroits au bout du monde, en Namibie, dans des lieux abandonnés, avec le désert qui rentre dans les maisons et tout. C'est un endroit absolument magique qui s'appelle Coleman's Cop.
Je vous invite à regarder, c'est vraiment trop trop beau comme endroit. Et on a organisé tout ça, la boîte de prod, les autorisations de tournage et tout. Et je me dis, mais je sais pas comment j'ai fait pour pas avoir de croyances limitantes. Tu vois, à l'époque, bien sûr. j'y suis allé, j'ai fait, c'était normal, quoi. Je sais pas comment j'ai fait. Mais on a fait tout ça. Donc toute cette expérience s'est très très bien passée, plein de trucs très cool, plein de souvenirs super super bien, tout s'est bien passé. On est rentré et ensuite j'ai, avec tous les rushs du tournage, du court métrage, de tout ce qu'on a fait, en fait je me suis assez vite rendu compte que j'étais assez ambitieux avec tout ça et qu'en fait pour que ce que j'ai voulu faire à l'époque soit crédible, le court métrage, pour qu'il soit crédible, j'avais besoin de VFX, d'effets spéciaux. Et donc je suis parti à la recherche d'une boîte de prod, de post-prod pour les effets visuels que je voulais, parce que je voulais du sable qui remontait à l'envers dans la gravité, en tombant vers le ciel, plein d'effets comme ça, plein de trucs. Donc je suis allé chercher une boîte de prod. Alors je vais pas donner de ville, de nom, rien du tout, je vais juste dire voilà, je suis allé chercher une boîte de prod que j'ai trouvée assez rapidement, je me rappelle pas du tout comment je l'ai trouvée. On s'est très bien entendu, ils ont pris mon court métrage, ils m'ont fait un devis, etc. etc. En fait cette boîte de prod, j'ai noué des relations avec eux. Pas mal de relations au point où ils m'ont proposé sur le moment, en fait, ils cherchaient des investisseurs, ils avaient besoin d'argent pour injecter, enfin un business angel, hein, littéralement, c'était ça, pour injecter de l'argent dans la boîte de prod, pour avoir les moyens de leurs ambitions. Ils voulaient faire notamment beaucoup de VR également. Je me rappelle que parmi les projets qu'ils avaient, il y avait, et je parle au passé, vite comprendre pourquoi, ils avaient notamment tout ce qui était, je sais plus les termes, tu sais, il y a sur internet des banques d'images, d'assets en 3D. Ouais. Ces assets en 3D, c'est juste des choses, ça peut être n'importe quoi, de l'air, des cailloux, Je vois ce que très tu bien. veux. Et les jeux vidéo Ouais, les achètent jeux ça vidéo s'en ensuite. servent, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà, exactement. Et donc ça faisait partie des projets. Je me rappelle que ma première expérience de VR, quand j'avais mis un casque pour tester un peu et tout, c'était notamment dans leurs locaux à l'époque. Ok. Et ils m'avaient expliqué ça, ils avaient un projet de réseaux sociaux un peu à la LinkedIn, il y avait plein de trucs. Donc du coup, moi j'étais carrément partant. Je me suis dit, bah allez, du coup, non seulement je vais les aider, en plus je vais faire plein d'argent et tout, enfin ça va être que du bonheur, ça va être tout magique, tu vois. Donc j'ai foncé tête baissée et je leur ai donné beaucoup d'argent. Donc pour vous donner les chiffres concrètement, comme ça ce sera plus intéressant pour vous, le devis qui avait été fait pour les effets spéciaux de mon court métrage, c'était quand même vraiment ambitieux. Encore une fois, c'est pas des effets spéciaux classiques. Ça m'avait coûté 80 000 euros. Et l'investissement dans la boîte, quand je suis arrivé juste en échange de 5% des parts, ce qui n'est pas beaucoup, Oui, pas beaucoup du tout. Même. ils m'ont donné, enfin je leur ai donné, pardon, 150 000 euros. Donc 150 plus 80, ça fait 230. Attends, 230 000 euros. Attends, je fais un petit calcul rapide là, moi qui suis très nul en maths. Pour 5%, ils t'ont Ouais, filé 150 000. Ça exactement. veut dire qu'ils se valorisaient à 3 millions? Mais ça veut surtout dire en fait que à la base j'avais juste une posture d'investisseur qui injectait du cash et qui voulait un rendement sur ce cash. C'était pas uniquement en échange des parts. J'avais évidemment un rendement sur le. En plus j'ai fait ça vraiment. Bon, je vais peut-être pas donner les détails juridiques de comment j'ai fait ça, mais l'idée c'était d'avoir un rendement sur cet argent-là plus les parts de l'entreprise et que j'allais retrouver ensuite cet argent au fur et à mesure sur un cours de 7 ans. Pendant 7 ans j'allais revoir cet argent. Petit à petit, tous les ans, avec des intérêts, X%. Plus à la fin, une fois que j'ai revu mon argent, j'ai évidemment toujours les parts de l'entreprise de 5%. Mais... C'était vraiment du capital risque complet, et c'était pas du tout au prorata de la valeur de l'entreprise. Ça n'a pas été fait comme ça, tu vois. Ouais, ok, je vois. Oui, visiblement. Visiblement. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, je vous dis les choses telles qu'elles ont été faites. Hein. D'ailleurs, la fin est vraiment une fin heureuse, évidemment, c'est pour ça que je vous le raconte. Donc j'ai fait ça et en fait il se trouve que la vie de cette boîte de prod, de ce studio, était à un projet près. Un projet dont j'avais un peu les tenants et aboutissants rapidement, je connaissais les personnes impliquées, etc. Il devait bosser sur une série en dessin animé, en motion capture, avec un mec et tout, il y avait déjà des premiers tests et tout, donc j'étais un peu au courant de ce qui se passait. Parce que moi ça me permettait de voir plein de projets, plein de choses, enfin, je trouvais ça incroyable comme expérience, j'étais impliqué dans des trucs qui me dépassaient complètement. J'étais très content tu vois, j'ai assisté justement à des tournages de motion capture et tout, donc c'était très cool. Et en fait, ce projet-là ne s'est pas fait. Et ce projet-là ne s'étant pas fait et les finances de cette entreprise étant probablement très très mauvaises, moi ce que j'ai fait, c'est qu'à ce moment-là, j'avais en même temps le projet de partir faire un voyage, un tour du monde en sac à dos. Ce que j'ai décidé de faire, peu importe l'état de l'entreprise, ce qui se passait et tout, je savais que ça se passait pas non plus parfaitement bien. Mais j'imaginais pas non plus ce qui allait se passer juste après, hein, loin de là. Et moi, le projet de partir en voyager en sac à dos, je l'avais déjà repoussé plusieurs fois, c'était un truc hyper important pour moi. J'avais cette image
du voyage où ça va complètement changer ta personnalité, tu vas revenir transformé, ça va être le voyage d'une vie, etc. Enfin, je m'étais monté tout un truc très romantique, tu vois, l'idée du voyage en sac à dos. Donc, moi, il était grand temps que je parte. Je suis parti. Et donc, j'ai appris à peine quelques jours, semaines après être parti, que la société était en liquidation. Et je l'ai appris, non pas parce qu'il m'a envoyé un message, je l'ai appris parce que j'ai envoyé un mail pour prendre des nouvelles et qu'il m'a répondu, donc l'un des gars de la boîte, en me disant au fait, l'entreprise est en liquidation. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cette liquidation Eh ben, j'ai perdu les 150 000 euros, déjà. Parce que j'étais pas du tout prioritaire dans les créanciers de la boîte. Loin de là, il y avait plein d'autres trucs à rembourser avant et tout. Et moi, enfin, du coup, la manière dont j'étais arrivé, j'aurais pu me protéger davantage, disons. Je me suis pas protégé tant que ça. Je suis arrivé vraiment en disant, je suis dans le même bateau que vous, il n'y a pas de souci. Je fais un apport en compte courant d'associé qui est bloqué, etc. Et du coup, m'étant pas protégé et étant assez loin dans la liste des créanciers, j'ai juste pas revu mon argent, les 150 000 euros. Mais j'ai pas non plus vu mon court-métrage. C'est-à-dire que le court-métrage n'était pas terminé alors que j'avais effectivement tout payé. Donc, j'ai perdu en fait, à ce moment-là, j'ai perdu 230 000 euros d'un coup, genre net. Et alors, de ça, qu'est-ce qui s'est passé ensuite et pourquoi l'entrepreneuriat, etc. Moi, en fait, à la base, j'avais un projet de faire un film, un long métrage. Le long métrage avait un pitch, genre telle personne fait le tour du monde en sac à dos, etc. Et moi, j'avais l'idée en fait d'écrire le scénario de ce film pendant que moi-même je faisais le voyage. Et j'étais parti en voyage pour commencer à écrire le scénario, etc. Et je m'étais dit que de toute façon, vu que j'avais plein de sous de côté, si au pire, je trouvais pas des investisseurs, une boîte de prod, etc., je pouvais complètement autofinancer le projet. 100 000, 150 000, 200 000 euros, il y a moyen de bricoler toi-même un truc autour du monde et de faire un long métrage, etc. Donc j'étais vraiment parti confiant en me disant j'ai l'argent, j'ai les contacts, j'ai le réseau avec la boîte de prod en question, etc. J'ai évidemment donc tout perdu, l'argent, le réseau, la boîte de prod, enfin tout. Du coup, j'ai quand même fait ce voyage, j'ai quand même écrit le long métrage, etc. Et en fait, arrivé à la fin du voyage, tout ça, ça va un petit peu travailler. Alors, étonnamment, j'étais pas non plus hyper stressé par le fait d'avoir perdu tout cet argent. Je pense que j'étais complètement happé par mon voyage et cette expérience de vie-là. J'avais un peu de sous de côté suffisamment pour terminer le voyage. Tu vois. Et du coup, à la fin de mon voyage, j'ai commencé subitement, je ne sais pas comment c'est arrivé. Je me rappelle juste que c'est arrivé au Laos. J'étais dans des coffee shops au Laos quand j'étais en train de bosser là-dessus. Mais je me suis mis à bosser sur une application sportive, une application de fitness. Parce que je m'étais dit, ok, j'ai envie de faire ce long métrage, mais je peux pas le faire, j'ai pas les moyens, j'ai pas de réseau, j'ai tout perdu. Il faut que je gagne de l'argent pour pouvoir faire mon film. Donc comment je vais faire pour financer mon film? Je vais devenir riche, facile. Et donc du coup, évidemment, donc je me suis mis à bosser sur une application de fitness parce que dans ma tête, mon application de fitness déjà évidemment elle était géniale. Et puis surtout c'était le monde des startups et c'était le monde de l'argent facile, tu vois. Enfin, c'était le monde où j'allais pouvoir faire un truc et ressortir avec mes millions et pouvoir faire mon film comme prévu. Donc j'ai bossé pendant des semaines comme un acharné sur mon application de fitness. Je faisais des dessins, des croquis, plein de trucs. Je préparais un dossier pour la banque parce que pour moi, lever des fonds, c'était juste aller voir la banque. Tu vois. Ouais, bien sûr. Je connaissais rien, j'étais complètement extérieur à ce milieu. Ce qui était une grande partie de mon voyage au Laos. Designer une application de fitness. Et pas vraiment. Profiter du voyage, j'en ai profité un peu quand même. Et du coup, je suis rentré de voyage. Voilà, je vais assez vite après sur ce qui s'est passé et tout. Je suis rentré de voyage. En rentrant de voyage, chez mes parents bien sûr, du coup j'ai commencé à bosser sur cette application de fitness pendant encore quelques semaines. Je me rappelle même avoir fait un petit rendez-vous auprès d'une banque pour aller voir un mec, pour lui parler de mon projet et tout. Il a dû bien rigoler le mec en voyant un gamin venir présenter son application de fitness en lui disant donnez-moi 100 000 euros ou je sais pas quoi. Parce que je demandais même pas une somme précise, je savais même pas ce que je faisais, je savais pas combien il me fallait et tout. Ouais, c'était feeling quoi. Complètement, feeling total, roue libre. Et puis à force de bosser un peu sur ça, en fait, petit à petit, complètement par hasard, je suis tombé sur du dropshipping. Je suis tombé là-dessus, à l'époque on est en 2017, et je regarde une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, et je vois que ça a l'air intéressant pour gagner de l'argent. Je me dis, peut-être que du coup, si je fais du dropshipping, ça a l'air quand même vraiment plus simple que de faire une start-up, une application de fitness, lever des fonds auprès d'une banque, etc. Donc je me dis peut-être que je devrais plutôt faire ça à la place. Donc j'ai une idée, j'ai un plan. Je vais faire du dropshipping, je vais devenir très riche en partant m'expatrier à Malte parce qu'il y a trop d'impôts en France. Et ensuite, ça va financer une application de fitness. Pourquoi
pourquoi je suis pas passé de ça au film, je sais pas. Mais je suis ce un que peu j'avais financé fait, mon application de c'est fitness ce que qui va me permettre de me rendre encore plus riche. Et en fait, j'ai jamais voulu être riche pour être riche, j'ai toujours voulu être riche pour financer faire un un autre film. truc, ouais. Je voulais à chaque fois, en fait, à la base, tout est parti de financer un long métrage qui me tenait énormément à cœur. Vous imaginez que, c'est à l'époque, moi, j'étais plus un créatif qu'un entrepreneur. Donc, vous imaginez ce que c'est pour un créatif quand tu as un projet, une idée. Pour un créatif, l'idée est reine. L'idée est le truc le plus important, et t'es très attaché, et t'es très différent d'être un entrepreneur. Et donc, du coup, ce film étant super important pour moi, tout ce que je faisais, c'était juste pour financer ce long métrage, quoi. Et du coup, j'ai débarqué comme ça dans le dropshipping, j'ai commencé, j'ai eu mes premières expériences de dropshipping, etc., etc. Et tout a commencé comme ça, dropshipping. Ensuite, je suis allé faire d'autres trucs, j'ai commencé à faire un blog, j'ai essayé 1, 2, 3 podcasts. À un moment, j'ai fait un petit peu de trading, j'ai fait 50 milliards de trucs pendant des années. Et puis en parallèle, j'ai aussi fait quelques sites internet pour commencer à gagner ma vie comme ça aussi. Et puis ensuite, ça a débouché sur petite chaîne YouTube WordPress en 2019, et tu connais la suite. Ok, je vois. Mais là, du coup, il y a une question qui est au bord de toutes les lèvres. Et c'est marrant parce que cette question ne m'était pas venue la première fois que tu m'as raconté cette anecdote. Parce qu'Alexis et moi sommes intimes, donc je connaissais cette anecdote, bien entendu. Mais il y a une question qui ne m'est pas venue. Enfin, je ne crois pas qu'elle me soit venue, parce que parmi le milliard de questions que je t'ai déjà posées, même si on ne s'est pas vu énormément, j'adore poser des questions. As-tu toujours envie de faire ce film ? Je ne pense pas. J'adore ce petit moment thérapie, Alexis. Ouais, mais la question est peut-être mal posée. Est-ce que j'ai envie de faire ce film ou est-ce que j'ai envie de faire des films? Est-ce que tu as... Bah alors, ma première question était, est-ce que tu as toujours envie de faire Voilà. ce film ? Et la réponse est non. Je ne pense pas. Je suis toujours très attaché émotionnellement à ce film. Puis j'ai rencontré des personnes autour de ce projet et tout. Enfin, c'était vraiment une belle période de ma vie, tout très différente enfin, le Alexis de l'époque est un Alexis très différent d'aujourd'hui. C'est trop bizarre, hein, du coup, de se replonger comme ça mais non, non, très honnêtement, je pense que ce film, ce que j'ai écrit à l'époque, en plus, quand je repense à ce que j'ai écrit, c'était vraiment le moi de l'époque, avec mes propres démons à l'époque, les choses que j'avais envie d'exprimer, etc. Et c'est très difficile pour moi de prendre le Alexis d'aujourd'hui et de le mettre au chausse-pied dans le Alexis d'avant, d'avoir envie de raconter les mêmes histoires, de générer les mêmes émotions chez les gens, et aussi d'assumer un scénario qui avait des aspects peut-être du scénario qui étaient un petit peu immatures de mon point de vue, parce que j'étais jeune, etc. Je pense qu'il y avait des idées qui étaient quand même très très cool. Par exemple, pour moi, le climax du film, c'était complètement de l'animation. Je voulais faire un vrai film en image normale et la fin se passait au carrefour de Shibuya. Les gens ont commencé à connecter les points avec des histoires qu'on a racontées avant. Ouais. Mais la fin se passait au carrefour de Shibuya avec notamment justement quelqu'un au milieu du carrefour un peu perdu et tout. Donc vous retrouvez vraiment l'image, quoi. C'est des trucs vraiment de créatifs qui font des images tout le temps, qui veulent toujours réutiliser leurs trucs et tout. Je reconnais complètement mais c'était de l'animation japonaise que je voulais. Je voulais qu'en fait les 15 dernières minutes du film soient de l'animation japonaise à l'intérieur d'un film en image normale. Je trouve toujours l'idée très cool. Et j'ai plein d'idées par rapport au film, mais globalement, il faudrait que je le réécrive. Je vais évidemment pas le réécrire, je suis pas la même personne aujourd'hui, et le film est, je pense, perdu. Mais peut-être que une partie de l'imagerie, de la direction artistique, de ce que j'ai voulu faire, perdurera d'une façon ou d'une autre, j'en sais rien. Ça m'est arrivé plein de fois de vouloir récupérer le nom du film, le projet ou certains aspects du projet et de l'infuser dans des choses que je fais aujourd'hui. Tu vois. J'ai voulu plusieurs fois lancer une chaîne YouTube en rapport avec du voyage et le nom aurait été le nom du film que j'ai voulu faire à l'époque. Ouais. Plein de fois j'ai voulu faire ça. J'adore créer des liens comme ça dans ta vie parce que c'est juste toi qui crée ta propre histoire a posteriori, tu connectes les points et ça fait un truc qui a l'air complètement logique, tu vois. C'est juste toi qui as créé ça de toutes pièces. Moi je trouve ça beau. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, alors un peu de manière démago, mais j'allais dire ce film finalement c'est un peu celui que tu as construit. C'est pas celui que les gens vont voir, mais au fur et à mesure, parce que ce parcours autour du monde en sac à dos, tu l'as fait et tout ce qui s'en est suivi, pardon. C'est un peu du coup ce qu'aurait pu être ton film. Donc non, c'est une très belle histoire. Et j'ai très envie de faire pour terminer du coup pour boucler la boucle justement sur ce qu'on vient de dire là. J'ai effectivement envie j'ai jamais osé le faire parce que je me suis dit c'est un peu childish et tout, est-ce que tu veux vraiment faire ça? Mais je sens qu'il y a une partie de moi qui m'appelle vraiment et qui me dit fais-le. C'est complètement anecdotique. Mais aujourd'hui du coup par rapport aux différents projets que j'ai, donc ces différentes sociétés, et donc parmi ces sociétés il va y avoir une holding qui possède le reste. Et j'ai envie en fait que ma holding porte le nom du film que j'ai fait. Ouais, ça serait très beau effectivement. Voilà. Et le nom du film, pour ceux qui se posent la question, c'était Imagine, tout simplement. Imagine, ok. Avec une typo un peu labyrinthe qui était très très jolie, qui avait été fait par. Je me posais. T'avais vu, je crois d'ailleurs.
Non, j'ai pas vu. Et là, je me. Mais tu sais, on avait fait des trucs ensemble. T'avais pas vu la police sur tu sais, on avait fait des lives ensemble sur la communauté. J'avais montré un site web que j'avais payé 4 000 euros à Ouais, l'époque. tout ça, j'ai vu. Tout ça, j'ai vu. Imagine et tout. C'était ce site-là, c'était ce projet-là. Ok, oui. Mais ok, je me rappelais pas du nom. Parce que je pose plein de questions, mais je suis très mauvais en souvenir des réponses, du coup je les repose. Mais je pensais justement que tu voudrais pas dire le nom et qu'on le dirait à un autre moment dans un. Mais il n'y a pas tellement de non, mais c'est pour ça que je t'ai pas posé la question, je veux dire. Mais okay. oui, c'est effectivement une belle fin, une belle morale. Effectivement, la morale, c'est donner du sens aux choses que vous vivez. Ouais. Même si ça a l'air artificiel, en fait, si c'est des trucs qui vous parlent dans les tripes, vous pouvez le faire. Et je pense que ça crée de belles histoires. Si je le fais et que j'appelle ma holding Imagine, typiquement, tu vois, ça fait une belle histoire à raconter. Et c'est mon histoire, tu vois, elle est singulière, elle est intéressante. Enfin, je dis pas intéressante parce que juste toute histoire est intéressante. Bien sûr. Parce que toute histoire est unique et que c'est à vous de créer en fait la magie de chaque histoire. Là, c'est moi qui vais la créer et je vais décider qu'il y a de la magie dans les choses que je raconte parce que je vais appeler ma holding Imagine et tout, tu vois. Parce que c'était le film que je voulais faire à l'époque. Ouais. C'est à nous de créer le storytelling. Storytelling qui est un terme de marketeur connoté extrêmement négativement pour les créatifs. Normalement, il faudrait dire c'est à nous de créer la magie, l'histoire, la dramaturgie, Bien sûr. le récit. Mais en marketing, on dit le storytelling, qui je trouve est un très joli mot par ailleurs, mais qui est très connoté négativement par des gens d'autres milieux. Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Mais oui, c'est une belle expérience. C'est une belle... non, belle, je sais pas, mais elle est intéressante. Et surtout, moi, quand tu m'avais raconté ça la première fois, j'aurais pas fait le lien du tout entre toi, en tout cas à la base, entre le toi d'aujourd'hui, le Alexis FH d'aujourd'hui, et un créatif qui faisait du cinéma et qui était à deux doigts de sortir son court-métrage. Le pont est compliqué à faire quand on n'a que un bout et l'autre de l'histoire, je trouve. Et quand on a évidemment tout le chemin, quand on sait tout ce qui s'est passé, bah, du coup, effectivement, ça devient forcément plus fluide et comme n'importe quelle histoire finalement. Mais c'est difficile à imaginer. J'ai même pas raconté aussi que j'étais passé par une école de massage. J'ai aussi fait ça entre l'école de cinéma et le tour du monde et tout ce que j'ai fait après, que je vous ai raconté, dropshipping et tout. À un moment, je suis même passé par une école de massage pendant plusieurs mois. Donc voilà, je me suis cherché pendant quelques années sur ce que j'allais faire de mes 10 doigts. Et me voilà finalement à faire de la formation WordPress, une startup, et puis tout ce qui s'ensuit, quoi. Et un podcast. Et un podcast, du coup. Est-ce que tu prends le relais, du coup? Tu veux raconter un petit peu toi aussi Moi, je cherchais... en fait, j'ai deux événements en tête. Un qui est pas dingue, mais un qui est pas dingue. Je viens d'émettre un jugement moi-même, mais si, c'est quand même relativement intéressant. C'est le tout début du pourquoi, du comment. Mais il y a aussi un deuxième événement qui est quand même plus matière à discuter, qui est plus qui attrape un peu plus quand je le raconte. En plus, maintenant que je commence à avoir un peu de recul, je peux encore mieux le raconter. C'est ce qui m'est récemment arrivé avec... Enfin, ce qui m'est récemment arrivé, non, ça fait pile 1 an. Ce qui m'est arrivé il y a pile 1 an avec mon entreprise au Royaume-Uni, dans le consulting en Web3. Mais je sais pas, c'est un sujet peut-être encore un peu trop récent. Quoique, allez. En fait, je fais le pont avec le fait que j'ai parlé du fait que j'ai passé quelques années à Bordeaux. Et c'est à Bordeaux que commence cette anecdote, enfin cette histoire. Toi, je t'en ai parlé, je crois que je te l'ai déjà raconté entièrement. Oui, bah vas-y, fais comme si tu n'avais rien dit. Ouais, tout à fait. Je vais rebondir, enfin voilà, c'est un podcast, voyons. Mais évidemment, enfin, regardez, nous sommes des professionnels. Donc, il y a quelques années, j'habitais à Bordeaux, il y a à peu près 2 ans. J'habitais encore à Bordeaux et j'avais un voisin. Avec lequel je me suis extrêmement bien entendu. C'était une des premières fois de ma vie où j'avais un voisin avec lequel je communiquais. C'était une coloc de 3 gars. Et un d'entre eux, on a particulièrement matché pour tout un tas de raisons différentes. Mais vraiment, on a vraiment énormément matché. C'est devenu un de mes meilleurs amis. Le fait qu'on habite à côté, littéralement sur le même palier, qui était un palier extérieur, joue forcément beaucoup. Le fait qu'on ait passé 2 confinements ensemble, du coup sur le même palier extérieur, on pouvait se voir que nous, joue forcément beaucoup, mais on s'entendait vraiment extrêmement bien. On passait des nuits entières à jouer aux jeux vidéo comme quand j'avais 13 ans. On se vannait comme quand j'avais 13 ans. Enfin, c'était vraiment... on était vraiment très très potes. Et c'était quelqu'un qui avait une particularité que j'avais peu rencontrée chez d'autres gens, c'est que c'était aussi un entrepreneur. Il travaillait sur une boîte
qui était une boîte où globalement, en fait, son père était un entrepreneur lui-même. Son père, il vend tout un tas de choses pour des grandes marques, enfin des grandes chaînes de distribution. Il vend de la vaisselle pour Jiffy, son père. Et donc en fait, il en vend dans des quantités astronomiques. Et donc mon ami, colocataire voisin à ce moment-là, était en train de créer une marque dans laquelle il allait injecter de l'argent, beaucoup d'argent, comment dirais-je, d'ameublement extérieur haut de gamme. J'ai appris à ce moment-là la différence entre simple, haut de gamme et luxe. Donc lui, c'était de l'ameublement extérieur haut de gamme. Et il était en train de faire ce projet puisqu'il était encore en école de commerce à ce moment-là. Et en fait, donc on s'entendait extrêmement bien. Moi, je faisais mes projets à ce moment-là. Je travaillais dans un groupe Facebook et je commençais à avoir l'idée de faire des sites web pour les entreprises. Ah ouais, c'est ça. C'était il y a un peu plus de 2 ans, donc oui, c'est ça. Et un jour, et aussi, chose qui joue quand même beaucoup, c'est la période où j'ai commencé à gagner mes premiers milliers d'euros. J'ai commencé à gagner un peu d'argent et tout. Et moi, je suis très économe dans le sens où je garde vraiment beaucoup mon argent. J'ai tout de suite voulu investir mon argent immédiatement, dès les premières centaines. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis intéressé à la crypto-monnaie. C'était parfait parce que c'était 2021. Donc, c'est le moment où il y a eu le bull run de 2021. Donc, je me suis mis là-dedans. C'est une année où je suis pleinement rentré dans gagner un peu d'argent. C'est l'année où j'ai arrêté la fac aussi. Et c'est l'année où tout est devenu un peu plus sérieux pour moi. Et donc, lui était aussi à fond dans les crypto-monnaies. On a découvert ça ensemble, le Web3 en même temps, etc. Des mois passent et quelques mois plus tard, début 2022, j'ai changé d'appartement et lui, il habite toujours au même endroit, il me semble, mais il vient très souvent chez moi. On est toujours vraiment amis. Et quand je vous dis qu'on est vraiment amis, ça a une importance pour la suite, évidemment. C'est que plusieurs fois, il s'est fait... il a eu des problèmes avec sa copine, il venait dormir chez moi. Donc on était très proches, on faisait vraiment énormément de choses ensemble, on se voyait très souvent. On avait quand même une relation qui, moi, me plaisait beaucoup, qui était importante dans ma vie à ce moment-là. Et un jour, il m'a présenté un ami à lui qui m'a décrit comme un peu spécial, qui m'a décrit comme étant quelqu'un qui faisait plein de choses, qui travaillait au Luxembourg, qui avait un poste de senior alors qu'il avait seulement 22 ou 23 ou 24 ans. Bref, comme quelqu'un de vraiment intéressant. Il nous a présenté pour qu'on discute, on est allé boire un verre tous les 4, parce que ma copine est venue aussi. Et on a discuté, c'était très intéressant. Et le lendemain, ce nouveau personnage m'a appelé pour me demander si j'avais du temps pour un projet. Et qu'on se voit et qu'on en discute. Il m'a parlé en fait d'un projet qui était un projet globalement, si je veux résumer, un projet extrêmement intéressant à mon sens, qui était un projet de boîte de consulting dans le Web3. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça voulait dire qu'on allait accompagner les entreprises qui voulaient implémenter de la blockchain, implémenter du Web3, que ce soit pour le côté marketing, pour le côté ingénierie, pour le côté logistique, en fait pour tous les aspects de leur vie, enfin de leur boîte. Et nous, on allait les accompagner soit en recrutant des personnes, parce que le troisième compère avait un sacré réseau, et surtout il avait un autre associé qui lui avait un réseau encore plus grand, parce qu'il a un poste au Luxembourg qui est un poste très très élevé, et donc il avait beaucoup de contacts. Et donc l'idée c'était qu'on allait chercher des boîtes en Europe, partout, et même dans le monde entier, qui avaient besoin de services pour implémenter le Web3 dans leurs activités, sur tous les aspects. Donc on voulait les aider aussi sur les levées de fonds, par exemple, on voulait placer chez eux des développeurs, des ingénieurs, etc. Et donc il y avait des espèces de pôles dans la boîte. Dans la boîte qui allait être la boîte future qu'on allait construire ensemble. Il y avait le pôle... Département. Voilà, il y avait le département levée de fonds. Donc dans chaque département, on avait un moyen de gagner de l'argent. Dans le département levée de fonds, c'est simple, on prenait un pourcentage sur la levée de fonds. Ça pouvait être
0,5%, 1%, 2%. Mais vu qu'on voulait lever énormément, ça représentait beaucoup si on cumulait tout. Dans le département où on allait placer des salariés, ça se fait sous un système où en fait nous on touchait 1 an de salaire, une seule fois évidemment, de la personne qu'on plaçait. Donc si on place quelqu'un qui est payé 50 000 par an, dollars, et nous on touchait 50 000 dollars au moment où on le plaçait. Et donc voilà, dans chaque pôle, il y avait aussi un pôle juridique, parce que évidemment le juridique est très important dans le Web3 à ce moment-là. Et donc, il y a un concours de circonstances qui fait que 2 semaines plus tard, on se retrouve à Paris, à 3, donc moi, mon coloc, le 3e compère et moi-même. On se retrouve à Paris tous les 3, on prend un appartement ensemble et on passe littéralement 48 heures dans l'appartement à parler, assis chacun sur nos petites chaises et à construire ce projet. Et moi, à ce moment-là, je trouvais ça assez étrange qu'ils aient besoin, qu'ils veuillent me chercher moi. C'est vraiment quelque chose qui me travaillait. Alors, avec le recul, j'ai compris que c'était complètement débile de ma part de poser cette question tous les quarts d'heure, parce que forcément, ça me dévalorisait énormément. Mais ils avaient l'air tellement sûrs d'eux. Je me demandais pourquoi, parce que le projet avait l'air tellement ambitieux, tellement génial. Et donc moi, je rentre de ce week-end à Paris, je me dis, bon voilà, il faut que je lance ce projet, absolument, ça a l'air vraiment génial. Donc l'idée, c'était qu'on s'associe et qu'on soit 3 directeurs. La personne qui a un haut poste au Luxembourg devait être directeur, le 3e compère, celui qui avait eu l'idée du projet, devait être directeur, et moi, je devais être directeur. Et mon coloc, il n'avait pas le temps, mon voisin, il n'avait pas le temps d'être directeur parce qu'il voulait continuer à gérer sa boîte en même temps. Donc il allait juste être associé, mais pas associé directeur. Donc 3 directeurs, 4 associés. Ok. Donc je rentre et eux, ils avaient prévu de passer 1 mois ensemble à Nice, dans un appartement, pour lancer le projet au mois de mai 2022. De début mai à fin mai. Et en fait, de fil en aiguille, pendant ce week-end à Paris, on se rend compte que ce serait peut-être vachement bien si moi j'y allais aussi. Sauf que moi, j'avais un peu plus d'attache qu'eux. Moi, je ne suis pas tout seul dans ma vie. Moi, j'ai un chien. Bref, c'était un peu plus compliqué. Et finalement, on s'est motivé, on s'est dit bon, on y va. C'était littéralement 2 semaines avant. On était mi-mars, quoi. Et on s'est dit ok, mi-avril, pardon. Et on s'est dit ok, à partir du 2 ou du 1er mai, on est là-bas. Donc on trouve un appart à Nice, on le loue avec nos maigres moyens, donc 1 mois où on paye 2 loyers en même temps, mais on se dit c'est pas grave et tout, c'est quand même pour monter une boîte géniale. On passe 1 mois là-bas, j'ai adoré la ville de Nice, c'est sûrement ce que je retire de plus positif de cette expérience, vous allez comprendre pourquoi très rapidement. J'ai adoré la ville de Nice, vraiment, c'était vraiment génial, je pourrais y passer des mois sans problème, et on travaille, on se voit tous les jours pendant 1 mois, à peu près 3 semaines et quelques. On se voit tous les jours, on travaille sur ce projet. Moi, à ce moment-là, ma partie, c'est m'occuper du site web, puisque c'est mon métier, c'est ce que je sais faire à ce moment-là. Donc je m'occupe de créer le site web, je m'occupe aussi du marketing. Globalement, je suis directeur marketing, en fait. Head of marketing, comme ils adoraient appeler ça, parce que là, je vous passe énormément de détails, mais en fait, globalement, moi, je le sentais pas. Moi, je sentais tout ça extrêmement bien. Ma copine, beaucoup moins. Elle avait énormément de réserves. Il y avait plein de trucs qui, pour elle, puaient à mort, notamment sur un peu la personnalité de certains qui étaient avec nous dans la boîte. Mais voilà, moi, j'étais tellement dans ce truc de « non, mais attends, on ne pourra jamais avoir un 2e projet comme ça dans notre vie. » C'est vraiment le moment en plus, et je le pense encore aujourd'hui, pour se lancer dans une boîte comme ça. Donc, ça me paraissait être une idée excellentissime. Moi, j'étais à fond dedans, tu vois, la tête dans le guidon. Et en fait, donc on passe ce mois entier, on construit le site web, on crée la société au Royaume-Uni, on est tous les 4 associés, 3 directeurs, et on a tous les 4 25% de la boîte. À ce moment-là, je me dis bon, très bien et tout, top, ça se lance très bien. On avait commencé à faire un calendrier de contenu, parce que moi j'allais m'occuper avec ma copine de toute la partie contenu, de comment on allait promouvoir la boîte et nos services, et surtout comment on allait tout simplement créer du contenu autour du Web3, des crypto-monnaies, de la blockchain de manière générale, pour pouvoir attirer des clients à nous. On voulait faire une newsletter payante, etc. On voulait faire des interviews. Bref, c'était un énorme projet quand même, hein. On avait vraiment des trucs sur des mois et des mois, c'était un gros truc. Je suis parti de Nice, l'été c'était assez calme, parce que c'est l'été quoi, et puis à partir de septembre, on a planché à fond, on a commencé à créer du contenu, commencé à faire des trucs. Et c'est là que j'ai commencé à entreapercevoir des légers dysfonctionnements.
Là, il y a plein de dysfonctionnements que je pourrais vous lister, mais ouais. Quand tu dis on a commencé à créer du contenu, il y a des traces de toi, personnellement, qui crée du contenu Ouais, sur des bien sujets sûr, ouais. crypto et tout. Ouais, Et plein. c'est toujours sur Internet, du coup? Non, le site est mort. Le site est mort, c'est moi qui le gérais. Les comptes Instagram, oui. Les comptes Instagram sont toujours... les comptes Twitter, tout existe encore. Parce que ça Ok. fait... Il n'y a pas de vidéo YouTube ou Non. pour voir des traces de Louis il y a plusieurs années? Non, il n'y a pas de vidéo YouTube, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas tout ça. C'est du Instagram et du Twitter. À ce moment-là, en tout cas. Là, on commence à sentir... Donc, ma copine et moi, ma copine s'appelle Victoria, donc Victoria et moi, on commence à sentir des dysfonctionnements. Premier dysfonctionnement, en fait, des 4 associés, à ce moment-là, je suis le seul qui a une entreprise et qui en vit pleinement. Donc, en théorie, je suis le seul à avoir, à savoir ce qu'est le véritable entrepreneuriat. Les 3 autres il y en a 2 qui sont employés et un qui vit grâce à beaucoup d'argent dû à un héritage, mais qui, en fait, son expérience entrepreneuriale ne donne rien pour l'instant. Il a investi beaucoup d'argent, mais il a des problèmes. Il n'a pas vendu un seul meuble, donc il est dans une espèce d'entre-deux, si je puis dire. Mais tu vois l'idée. Donc à ce moment-là, voilà, moi très humble, comme très souvent dans les projets à plusieurs, je suis dans l'ouverture, dans la flexibilité, comme j'aime le rappeler souvent, et voilà, je suis là pour que ça avance, et j'ai un credo qui est très important, que je m'applique aussi dans tous les aspects où je travaille avec toi, c'est que quoi qu'il arrive, on a le même objectif. Notre objectif, il est identique quand on travaille à plusieurs. Donc le chemin n'est pas très important. Si jamais je dois faire de grosses concessions sur le chemin, tant que ça ne nuit pas à l'objectif, ça me pose pas de problème. Je préfère que tout se passe bien et qu'on fasse pas pile le chemin que j'ai décidé, tant que l'objectif reste le même. Et là, c'était un peu ce que je me disais, donc j'étais très très cool. Et puis il a commencé à y avoir des petits trucs. Il a commencé à y avoir des petits trucs où je sentais que parfois, ponctuellement, quand quelque chose se passait, on pouvait rejeter la faute sur moi. Sans trop que je comprenne pourquoi, des fois. On allait vraiment mettre quelque chose sur mon dos. Par exemple, il ne signe pas un deal, un devis. Et on m'avait remis sur mon dos que... Enfin, on avait mis sur mon dos que c'était parce qu'il y avait des problèmes de traduction dans le site. Et ça, c'est le genre de petit truc où nous, dès le début, avec Victoria, on avait dit notre anglais, il est bon, mais pas assez pour être parfait en entier sur un site à 100%. Il faudra des traducteurs. On m'avait évidemment immédiatement assuré, vous allez comprendre, vous allez commencer à comprendre ce qui ne plaisait pas forcément à Victoria. On m'avait assuré qu'il n'y aurait aucun problème, bien sûr, évidemment, qu'on allait payer des traducteurs, qu'il n'y avait pas de problème, que de toute façon, j'avais un peu l'impression que tout le monde avait de l'argent magique. Et que dès qu'il fallait dépenser, c'était pas problème, on allait payer un traducteur, on allait payer un rédacteur, on allait payer ceci, cela, et qu'on allait faire le travail. Évidemment, c'était pas fait. Et donc du coup, je me suis retrouvé à faire un site en anglais, en entier, tout seul, en ayant un niveau correct en anglais, mais voilà, correct. Pas suffisant pour présenter un site à des gens qui veulent nous donner plusieurs millions pour des clients, tu vois. Donc, de temps en temps, on sentait que, sans trop que je comprenne pourquoi, je me prenais la faute. Alors que déjà, pour moi, il y a quelque chose de très important quand on bosse à plusieurs. La faute n'est jamais rejetée sur quelqu'un. La faute est sur l'entreprise. La faute ne doit pas être visée sur quelqu'un. On peut éventuellement donner des pistes d'amélioration à quelqu'un, mais il n'y a pas à viser quelqu'un précisément. Mais je me disais, bon, c'est pas grave, c'est les choses, voilà, il voit pas les choses de la même manière que moi. À ce moment-là, j'étais naïf. Victoria, de son côté, comprenait complètement ce qui se passait. C'est qu'il y avait quelqu'un, qui était du coup celui que j'appelle le troisième compère depuis le début, l'ami de mon coloc à la base, qui en fait mettait de la poudre aux yeux à tout le monde sur absolument tout. Moi, avec le temps, je comprends absolument pas comment les 2 autres n'ont pu jamais s'en rendre compte. Ils disaient des tas de choses tout le temps. Tu vois, c'était vraiment le genre de gars à raconter des tas de choses en permanence qu'il allait se passer ça, qu'on allait signer ça, qu'on allait lever tant, qu'on allait faire tant, que lui, il pouvait lever tant sans aucun problème. Et j'avais eu des petites bribes, tu vois, j'avais déjà entendu au détour d'une conversation quelqu'un lui faire une petite pique en mode lève 50 balles déjà, avant de parler de lever 2 millions. Tu vois, et moi je le prenais comme des petites piques de gens pas sympas qui comprenaient pas la psychologie de ce gars, qui pour moi était un mec incroyable, tu vois. Et en fait, plus j'avançais et plus je commençais à comprendre que ce gars n'était pas incroyable, ce gars était juste fait de poudre de perlimpinpin de la tête aux pieds, rempli d'un espèce comment dire, un peu de complexe d'infériorité par rapport à plein de choses dans sa vie, et qui du coup essayait de réussir, ce qui l'arrivait plutôt bien, on va dire, au sens professionnel, puisque lui était employé dans une belle boîte et tout, ça se passait plutôt bien.
Mais au niveau relationnel général, avec les autres humains, y compris avec les gens de sa boîte et tout, bah, c'était pas ça, quoi. Et donc, voilà, du temps passe. Il y a une autre petite anecdote avant la finalité, c'est que par exemple, un matin, je reçois dans ma boîte mail un plan budgétaire pour l'année 2023. Et dans ce plan budgétaire, j'apprends que Victoria et moi ne serons pas payés de l'année. Mais que par contre, mon coloc, qui est qui est associé avec nous mais pas directeur, lui sera payé et ce sera le seul, alors qu'il n'est pas directeur. Et vraiment, je découvre ça. C'est-à-dire que c'est pas une discussion, c'est pas, il me le dit pas à l'oral, il m'envoie un Google et il me dit au fait voilà, ça c'est le plan du budget pour l'année. Donc moi, la première réaction immédiate, on est 4 associés, 3 directeurs, on discute du budget, tu vois. Enfin, ça me paraît tellement évident maintenant, tu vois, mais s'il y a un budget, déjà d'où on fait un budget alors qu'on a fait rentrer zéro, littéralement zéro, alors qu'on a investi quelques centaines en tout. Enfin voilà, tu vois, il y avait plein de choses il y avait des petites frictions de plus en plus. Et en fait, jusqu'au jour où, il y avait des projets, à chaque fois on parlait de projets, on disait ouais, là on va faire 50 000, ouais, là on va faire 300 000 et tout, puis ça menait à que dalle. Et un jour, on a une visio. Ce qui est fou, c'est qu'en plus, une boîte comme ça, tu te dis en fait, une boîte de conseil, tu peux littéralement la lancer avec 0 €. Enfin, ouais. T'as du mal à comprendre en fait qu'est-ce qu'ils font avec l'argent. Aujourd'hui, demain, si tu veux lancer une boîte de conseil, il faudrait littéralement 0 €. Zéro. Mais tu vois, c'était le genre de gars. Et on a eu ça a commencé à être les petites discordes à ce niveau-là. Déjà pour eux, une discorde, pour eux, un désaccord est une discorde. C'est-à-dire que tout de suite, ça montait au credo. Immédiatement. Ça lâchait des petites piques et tout, tu vois. Alors que, quel âge avons-nous ? Pardon, mais tu vois, nous, parfois, on a des désaccords de forme ou pour des trucs, on en discute, on trouve un terrain d'entente, et après, on oublie. On trouve un entre-deux, tu veux dire ? Parfait. Parfaitement, évidemment. Ouais. On trouve un entre-deux. Mais tu vois ce que je veux dire, ça me paraît tellement humain et logique. Eux, non. Je te donne un exemple parfait de ça, c'est que par exemple, ils voulaient payer un outil payant en fait globalement à chaque fois que l'outil existait. Donc du coup, au bout d'un moment, je dis bon les gars, là, ils voulaient prendre un outil, je sais pas quoi, c'était un plugin spécialement pour le site. Ils voulaient payer un plugin à genre $200 par an pour que les gens puissent que les gens puissent déposer leur CV sur le site. Plugin spécial relié à un truc de signature que lui il utilisait dans sa boîte et tout. J'ai dit en vrai les gars, sinon on met juste un truc super basique quoi, simple quoi, on n'a pas besoin de dépenser $200 pour ça. Et donc là ça commence à m'envoyer des pics, ouais tu veux gagner 100 000, t'es même pas prêt à dépenser 20 balles par mois et tout, tu vas pas y arriver avec cette mentalité. Là à ce moment-là moi je captais déjà que il y avait des discours et il y avait des gens qui gagnaient leur vie avec leur entreprise, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis juste rendu compte que... je me suis pris en pleine gueule qu'aucun d'entre eux n'avait d'entreprise. Les 3 étaient soit salariés, soit en train d'essayer, mais aucun d'entre eux n'en vivait. Et là, je m'en rendais compte. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, on a fait un rendez-vous. Parce qu'on faisait des rendez-vous hebdomadaires, évidemment, alors qu'il ne se passait strictement rien dans cette boîte. On a fait un rendez-vous et on a commencé à discuter, etc. Puis au bout d'un moment, il y en a un, le plus âgé des 4, celui qui avait un poste élevé au Luxembourg, nous a simplement dit que lui, il trouvait que ça allait nulle part, il trouvait que ça ne fonctionnait pas, que ça n'avançait pas, et que du coup, il préférait se concentrer sur lui et qu'il préférait se retirer. À ce moment-là, et donc qu'il allait se mettre en indépendant et qu'il préférait se retirer. À ce moment-là, mon coloc, qui avait lui aussi une boîte, nous dit moi je préfère me retirer aussi parce qu'en fait je vois aussi que ça avance pas, on n'est pas en accord sur les choses, etc. Et je veux me concentrer à fond sur mon entreprise qui est en France, mon entreprise de meubles haut de gamme, etc. 2 de moins. Le troisième, celui avec lequel j'avais le plus de tension, en tout cas qui avait le plus de tension avec moi à ce moment-là certainement, dit que lui veut se concentrer sur sa carrière en tant que salarié, qu'il venait d'intégrer une nouvelle boîte, il était très content, c'est une boîte dans la cybersécurité, Web3, etc. Il est très content, mais il veut se concentrer à 100% là-dedans. Donc moi je me retrouve comme un coq en pâte à avoir bossé pendant 6 mois corps et âme sur un projet, à avoir stressé, à avoir beaucoup stressé Victoria, parce que ça la stressait beaucoup d'un nouveau projet en anglais, la pression, etc. Avoir dépensé un petit peu d'argent aussi, pas grand chose, on va pas se mentir, hein. J'ai pas mis des milliers d'euros, mais quelques centaines quoi. En tout, j'ai dû dépenser 300-400 balles là-dedans.
mais juste dans du néant. C'est-à-dire qu'on est loin des 200 000 de toi, mais moi, il n'y a aucune leçon. Ces 400 balles, j'aurais pu les enrouler en liquide, les mettre dans mes toilettes et appuyer dessus, ça aurait été exactement pareil. Je ne sais pas où sont ces 400 balles, tu vois. Il s'est juste rien passé. Toi, avec 200 000, tu as au moins une énorme leçon et un chemin de vie, tu vois, un chemin de vie. Moi, les 400 balles, vraiment, je les ai retirées et je les ai jetées. Et donc, voilà, globalement, tout le monde en dit que, voilà, que ça va pas le faire, que ça va pas marcher, qu'on va arrêter, etc. Et moi, je leur dis, bon, bah, du coup, j'ai pas complètement le choix. Et je leur dis quand même que je trouve ça dommage parce que on avait 4 profils complètement différents, 4 profils très intéressants, qui auraient pu faire des choses extrêmement intéressantes. L'un un peu plus ermite, spécial dans sa relation avec les gens, mais vraiment un génie sur le domaine du Web3 et de la blockchain. L'autre a un poste très élevé au Luxembourg, une bonne vision du monde financier. L'autre plus entrepreneur physique et moi plus entrepreneur sur Internet, etc. Et donc je trouvais que ça matchait bien. On se quitte là-dessus. Mon ami, quand même, mon coloc, qui a dormi sur mon canapé des tas de fois, ponctue en me disant qu'il ne veut pas, évidemment, qu'on arrête de se parler, lui et moi, que ça doit continuer, etc. On conclut ce meeting et je n'ai plus aucune nouvelle d'aucun des 3 depuis plus d'1 an. Il y a un léger rebondissement qui vient ponctuer tout ça, c'est que léger, qui est quand même pour moi presque le point le plus important de cette histoire, c'est que quelques mois plus tard, je me balade sur Twitter et je vois passer une boîte que je connais pas et c'est retweeté par un des associés de Feu, cette boîte que j'ai construit avec eux au Royaume-Uni. Et je connais pas cette entreprise, ça me parle pas du tout. C'est une entreprise qui parle de Web3, qui crée du contenu sur le Web3. Ça a l'air pas mal fait. Le logo me rappelle une vague inspiration de quelque chose que j'avais pu créer par le passé, mais de très loin. Donc je me dis que bon. Et puis voilà, machinalement, je clique et je me retrouve à scroller un peu et à me rendre compte, et j'ai tiré beaucoup de leçons de ça, heureusement, à me rendre compte qu'ils ont lancé exactement la même boîte, tous les 3, par la suite, sans me le dire. Donc en fait, leurs excuses étaient complètement bidons à tous les 3. L'un a peut-être été en indépendant, mais il a quand même gardé du temps pour ça. L'autre a peut-être continué sa voie de salarié, mais il a gardé du temps pour ça. Et le troisième a peut-être continué sa boîte, mais il a gardé du temps pour ça. Et donc, en fait, ils ont recréé la même boîte, littéralement exactement la même boîte, qui fait exactement la même chose, avec exactement la même stratégie. Stratégie faite par nous au passage, mais c'est pas vraiment très grave. Qui fonctionne, d'après toi? Alors, d'après moi, au moment où j'ai vu ça, eux, leur stratégie à la base, c'était uniquement du coup de dépenser un maximum d'argent, de lancer une fois que c'était parfait et de créer du contenu en attendant. La première fois que je suis allé voir, il y avait juste du contenu, pas de site web, pas de service, rien. La deuxième fois que je suis allé voir, quelques mois plus tard, il y avait un site web bien fait, très joli, honnêtement, fait sur WordPress et tout, un truc très sympa. Et la troisième fois que je suis allé voir, il y avait plus de site web et de moins en moins de tweets. Donc, de mon point de vue, pas sûr que ça marche. Après, honnêtement, si ça fonctionne pour eux, globalement, je leur souhaite. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que même si ça avait fonctionné pendant que j'étais avec eux, c'était juste impossible pour moi de travailler avec des gens qui sont pas du tout à l'écoute et pas du tout ouverts au fait de travailler ensemble, qui font les trucs dans leur coin sans jamais, qui font des pics, etc. Enfin, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu penses qu'ils t'ont reproché, du coup, pour en arrier là? C'est une bonne question. Sortir carrément du projet comme ça en thread, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce qu'à un moment, tu as dû te poser des questions, tu as dû te dire en fait le problème c'est moi, je sais pas si tu as analysé un peu ça sur toutes les coutures et tu as trouvé quand même quelque chose au fond de toi où tu t'es dit peut-être ça c'était pas ouf, ou alors vraiment tu n'as rien vu et c'était juste 3 débiles, ce qui est tout à fait possible. Les deux sont possibles, donc c'est pour ça que je te pose la question. 3 débiles, c'est sûr que non. Il y en a un d'entre eux, le plus âgé, et qui, c'est sûr, j'ai aucun doute, c'est loin d'être un débile. Non, c'est loin d'être un débile. C'est vraiment un mec brillant, au contraire, qui juste a fait confiance à celui que j'appelle depuis le début le 3e compère, l'ami de mon coloc. Il lui a fait une confiance parce qu'ils s'entendaient extrêmement bien, ils étaient amis de plusieurs années, donc lui, c'est pas du tout un débile. Le 3e compère, je dirais pas que c'est un débile, je dirais que c'est quelqu'un qui a de gros problèmes sociaux. Il a beaucoup de mal, je pense que c'est quelqu'un qui a aucune empathie. Et l'empathie, c'est moi quelque chose que je travaille énormément. J'ai aucun mal à me mettre à la place des gens, à discuter, à comprendre, à échanger. Et du coup, quand tu es face à quelqu'un qui n'a aucune empathie,
c'est pas un défaut que je lui mets, c'est vraiment une caractéristique. Je crois que factuellement, il n'en a pas et il n'a pas de bol, quoi. Enfin, voilà, c'est pas forcément de sa faute, mais en tout cas, il n'y en avait aucune. Et le troisième, c'est un peu le troisième, enfin le premier du coup qui est mon ami à la base. Je pense qu'il s'est aussi un peu laissé emporter là-dedans. Il a surtout vu une porte de sortie à sa boîte qui marchait pas, dans laquelle il avait investi plus de 50 000 balles. Et il s'est dit que ça allait être son side project en attendant d'éventuellement pouvoir revendre le brevet qu'il avait déposé ou un truc comme ça. Donc en fait, évidemment très tôt, je me suis dit merde, c'est moi. En fait, ça se trouve, je suis juste complètement nul. Et ils m'ont dégagé pour ça. Et puis après, la voix de la raison, c'est-à-dire la femme qui vit sous mon toit, m'a rappelé qu'il y avait quand même eu un tas de moments où certains d'entre eux avaient été des gros connards, tout simplement. Des gros connards humainement, notamment une fois où quand même ils m'ont parlé extrêmement sérieusement à plusieurs du fait que dès qu'on aurait des employés, on allait en recruter les employés les plus sexy possibles et que quand un employé nous emmerdait, on allait créer une conversation spéciale pour l'insulter. Et en fait, effectivement, quand je raconte ça, là, c'est des mots c'est littéralement les mots qui ont été employés. Hein, et bien sûr, des mots bien plus hard et bien plus lourds et plus gras que ce que je viens de dire. Et en fait, quand je me suis rappelé ça, je me suis dit, ok, en fait, j'ai absolument rien à me reprocher. Mais rien du tout. C'est juste que dans leur tête de types qui vivent dans des grandes villes avec beaucoup trop d'argent par rapport à ce qu'ils ont gagné par eux-mêmes, pour certains en tout cas, et bah du coup ils sont complètement démesurés et du coup on n'a juste pas le même rapport aux choses. C'est-à-dire que moi, quand je suis associé avec quelqu'un, bah, j'ai envie de discuter avec lui, quoi que je fasse. J'ai pas envie de lui remettre la faute sur lui, quoi qu'il arrive. Quand je veux lancer un projet, j'ai pas envie d'attendre qu'il soit parfait et d'avoir investi des milliers d'euros. Je veux le lancer maintenant et l'améliorer au fur et à mesure. Et voilà, c'était juste un désalignement au niveau des envies, au niveau des choses. Je leur en tiens absolument pas rigueur. Au niveau de la façon de faire, au niveau du mode de pensée, je leur en tiens absolument pas rigueur. Je les en remercie presque d'avoir été pour certains aussi détestables parce que sinon je serais resté plus longtemps. Ça aurait encore plus stressé moi dans mon travail, mon couple, ma copine. Donc en fait, je suis très content que ça se soit terminé. Si ça se passe bien pour eux, tant mieux. Si ça se passe mal pour eux, tant pis. J'ai aucun ressentiment, j'ai absolument pas envie de leur en reparler, de leur envoyer un message pour leur dire que ça a été des salauds de m'avoir viré ou de me venger. Pas du tout. Je suis très neutre vis-à-vis de ça. C'est une période de ma vie qui s'est conclue comme elle s'est conclue et j'en retiens que il faut faire très attention avec qui on s'associe. Je ne peux que acquiescer. Parce que ça, en fait, si tu veux, on arrive à peu près à la même conclusion, quoi, finalement, dans nos deux histoires. Donc, ne pas s'associer avec n'importe qui. Bah, c'est une sacrée histoire, en tout cas, et finalement, c'est quand même des expériences comme ça à chaque fois qui nous forgent à chaque fois, mine de rien. Donc, il ne faut pas désirer ce genre d'expérience, mais ensuite, il faut les prendre, les accepter et faire avec. Et en fait, plus on a du recul sur elles des années plus tard, et plus on se dit, bah, du coup, ça fait partie de mon histoire. Et ça fait partie et normalement, il y a toujours des leçons à en tirer. Pas s'associer avec n'importe qui, la communication ou d'autres choses. Ou un peu le prototype de la boîte fantôme qui a juste de l'argent, on ne sait pas trop comment, et qui complexifie les choses à mort, sans jamais aller chercher vraiment des clients et aller à l'essentiel, quoi. Donc ça peut être un peu ce prototype de boîte dans lequel tu étais piégé finalement. Dans tous les cas, je pense que on va passer d'une idée de business qui n'a pas marché pour Louis à une idée de business qui pourrait peut-être marcher pour lui. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en dis? En allant sur une idée de business tout court. Parce que c'était ton tour, du coup. Tout et à fait, tu avais une idée pour moi, justement. Ouais. Cette idée de business que j'ai, Alexis, pour cette semaine, voici mon idée de business. C'est tout simplement de faire des pompes funèbres pour chiens à Dubaï. Alors là, je suis désolé parce que j'ai fait une réaction, vous n'allez pas la voir si vous écoutez le podcast. Donc, je vais essayer de vous résumer la réaction physique que j'ai eue. Bien sûr, oui. C'est à peu près ce qui s'est passé. Tout à fait. Non, mais alors vas-y, explique-moi. Non, mais en plus, juste pour qu'on comprenne bien, c'est une idée que vous vous dites vraiment pourquoi pas le faire ou c'est juste une idée comme ça sur la table? Non, c'est une idée. De parler d'idée de business. C'est une idée sur la table histoire de parler d'idée de business. Après, des idées autour des chiens à Dubaï, on en a quand même plusieurs.
dont certaines que je vais pas donner là, parce qu'elles sont vraiment bonnes, je pense. Vraiment très très bonnes, je veux dire. Mais les pompes funèbres pour chiens, je me lancerai jamais dans un système dans une boîte de pompes funèbres, tu vois, j'ai des limites quand même. Et ma limite, c'est les pompes funèbres. Pourtant, il en faut bien. Il en faut bien, mais pas moi. Mais ce sera pas toi, exactement. Ok. Et du coup, des pompes funèbres pour chiens, alors vous avez déjà un plan là, vas-y, tu me déroules le plan. Très simplement. Des pompes funèbres pour chiens, pourquoi ? Il y a de plus en plus d'Occidentaux qui viennent s'installer à Dubaï. De plus en plus, évidemment, dans des quantités astronomiques. Et dans les années à venir, ça va jamais cesser. Qu'est-ce que n'ont pas les pays arabes, les gens qui vivent là-bas en tout cas, et qu'est-ce qu'ont beaucoup les Occidentaux ? Des chiens. Donc il y a à quelques endroits dans Dubaï des centres qui commencent à naître, centres de toilettage un tout petit peu, tu vois, c'est très cher et il y en a très peu, des parcs, j'ai vu qu'il y avait un parc pour chiens où on peut les détacher parce que la loi est un peu dure vis-à-vis de ça, il y a des quartiers entiers où les chiens sont interdits, mais tout ça, ça va forcément évoluer avec les années parce qu'en fait, la ville de Dubaï s'adapte et l'émirat de Dubaï s'adapte très bien avec son temps et ça va faire partie de l'évolution de son temps, c'est nécessaire. Et donc, figure-toi qu'en France, les pompes funèbres pour chiens, ce sont des entreprises qui fonctionnent extrêmement bien. Parce qu'il y a énormément de gens qui veulent enterrer leurs chiens, qui veulent honorer la mort de leur chien. Et donc, faire ça là-bas, ça aura énormément de sens. Et surtout, c'est une population qui a beaucoup de pouvoir d'achat et qui seront sûrement très attachés à ce type de choses. Donc, ça a énormément de sens de le faire là-bas. Donc, si quelqu'un veut faire ça, lancez-vous. Il faut du budget, il faut des couilles et il faut du temps, mais c'est quand même possible. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une idée de business qui peut avoir tout son sens si tu sais un peu ce que tu fais. Moi, par exemple, je pourrais pas donner d'avis parce que j'ai pas de chien, ça m'intéresse pas. Les pompes funèbres, ça m'intéresse moyen aussi. Et tout ça mélangé, plus à Dubaï, je connais pas le marché de Dubaï. Enfin, du coup, qui suis-je pour émettre un avis, tu vois, sur ton idée. Mais en tout cas, avec ce que je te la chose dis, que je vois, c'est effectivement quelques barrières à l'entrée. De toute façon, c'est pas un truc que tout le monde va faire comme ça demain. Enfin, un peu de budget, parce que t'as quand même des locaux, t'as tout. Enfin, c'est pas une idée de business online, quoi, on va dire. Mais non, pas du tout. ça a l'air plutôt intelligent, en fait. Ça a l'air, quand tu en parles, ça a l'air d'être intelligent et pensé par quelqu'un qui sait un peu de quoi il parle, qui a l'air d'avoir pensé à une vraie idée, qui n'est pas en plus un truc un peu... c'est pas une start-up tech, etc. Tu vois, souvent, il y a plein d'excellentes idées de business qui n'ont rien à voir avec du business en ligne, une start-up ou un SaaS ou de la formation, tout ce qui est business physique. Encore plus dans des trucs un peu plus de niche, chien, chat, etc. Et encore plus dans des trucs encore plus de niche, comme des pompes funèbres où personne n'aura envie normalement de faire des trucs comme ça. Donc, tout ça cumulé fait que ça sent peut-être la bonne idée si vraiment tu as fait ta petite étude de marché. Je ne suis pas forcément avec très étude de marché, mais j'imagine que quand même il faut sentir un peu le marché et s'assurer qu'il y ait un marché, quoi. Ouais, et surtout au niveau loi. Le principal frein, c'est la loi. Je sais qu'ils ont des lois extrêmement dures et en même temps extrêmement protectrices des animaux. Par exemple, si tu bats ton chien, si tu es pris à battre ton chien, tu risques jusqu'à 5 ans d'emprisonnement à Dubaï, ce qui est beaucoup plus dur que la loi française, évidemment. Après, ça c'est dépend peut-être d'ailleurs une très très bonne loi, une très bonne idée. Comme ça, il n'y a aucun chien battu dans tout Dubaï. Exactement. Et d'ailleurs, je sens que ça pourrait faire l'objet d'un prochain podcast, puisqu'on pourrait peut-être parler de loi, peut-être un peu plus de politique, peut-être un peu plus... Là, je mets les deux pieds dans le plat quand je dis ça. Oui. Faut-il des lois plus dures en France pour punir de 5 ans d'emprisonnement les gens qui battent leurs chiens ? Je vous pose la question, je te pose la question, Louis, ne me réponds pas, je connais déjà la réponse. Et là-dessus, je pense qu'on peut terminer. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on fait juste une petite conclusion pour nos chers auditeurs ? Je te laisse faire une petite conclusion et je leur ferai un petit mot de la fin pour... Ouais, moi, la seule vraie conclusion valable et importante, c'est évidemment d'aller laisser des évaluations sur les plateformes de podcast. Et malheureusement, il aurait fallu le faire beaucoup plus tôt parce que là, à ce stade du podcast, il en reste 3. Donc, je m'adresse aux 3 personnes qui sont encore là parce que je sais que vous m'écoutez, peut-être même que vous me regardez là tout de suite. Vous êtes 3, mais vous êtes là. Oui. Et les 3 personnes qui sont là, elles comptent, elles sont importantes. Oui, toi, vous préférez le vouvoiement. On a besoin d'évaluation sur Apple Podcast, c'est important pour faire décoller le podcast. Spotify aussi, Spotify. Ouais, il y a des évaluations sur Spotify. Il y a des notes. Ah, ok. Sur Spotify aussi, alors je sais qu'il n'y a personne sur Spotify, il me semble. Mais quoi, mais si, tout le monde est sur Spotify, tout le monde est sur Spotify. Non, mais là, il n'y a personne qui écoute le podcast, parce que je connais les stats. Ah, oui, ok, oui, pardon. Donc,
où vous voulez, mais dans tous les cas, c'est plus qu'utile, c'est même indispensable pour nous pour faire décoller le podcast et pour qu'on soit plus quelques petites centaines, mais qu'on soit bientôt des milliers. Nous, c'est évidemment, c'est ce qu'on a envie de s'adresser au plus grand nombre, on a envie de faire participer, etc. Mais il faut faire grandir ensemble ce podcast, donc allez laisser des évaluations sur Apple Podcast ou Spotify, ou absolument où vous voulez, mais laissez des notes. C'est la seule chose que j'aurai à dire en conclusion. On va se retrouver du coup la semaine prochaine. Ouais. On a enfin raconté nos parcours, donc on n'a plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. On va juste pouvoir parler d'absolument ce qu'on veut et peut-être reprendre notre conversation sur le transhumanisme ou sur les lois de 5 ans d'emprisonnement quand on tape son chien en France. Ça peut être le point de départ de l'épisode suivant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ça peut tout à fait. Et merci Alexis pour ce podcast. C'était encore très intéressant, très long. C'était intéressant. C'était plus long que d'habitude. On ne fera pas forcément des épisodes toujours aussi longs parce que ça prend du temps et de l'énergie même pour nous. Peut-être que c'est pas non plus le format le plus intéressant pour vous, que ça dure 2h30. Je sais pas, en tout cas pour notre podcast, je trouve que 1h, 1h15 comme on a démarré, c'est pas mal déjà, c'est bien. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, du coup. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de nous poser vos questions si vous en avez. On essaiera, quand il y aura cette question, de faire une petite rubrique. Merci Alexis, merci à vous de nous avoir suivis. Ciao!